Bon, j'ai essayé de reproduire le bordeaux qu'il y a dans l'écriture du rattrapage, là, du logo. Vous me direz si ça marche. J'ai enchevêtré 36 000 filtres pour essayer d'avoir un truc qui ressemble à peu près à ça, et pas au rouge que j'ai eu au tout début. Je suis pas sûr d'être tout à fait satisfait du résultat, mais peu importe. Bienvenue dans les rattrapages de l'année 2019. Nous allons avoir ici les retours sur... Vous allez avoir ici les retours sur 52 films, puisqu'une bonne partie s'est retrouvée dans mes tops et dans mes flops également. Je les ai classés par catégorie, mais alors c'est des catégories très personnelles. Les catégories sont les suivantes. Les films d'action, il y en a assez peu parce que c'est principalement ce que je vois en salle et sur ce quoi je fais des vlogs, donc j'en ai pas une beaucoup dans les rattrapages. Suivi d'une section ado, section animation, section auteur, section biopic, section chien, parce que je fais vous savez, les films sur les vies de chiens et ce genre-là, je regarde régulièrement maintenant et c'est rigolo. Section comédie, il y a une comédie dramatique, un drame, un film d'enquête. J'ai une section film français, parce que je sais pas les qualifier autrement, c'est que des films sur des... Est-ce qu'on reprend la maison familiale et des machins, littéralement. D'habitude c'est ma blague, mais c'est vraiment littéralement ça quoi. Ensuite j'ai une catégorie gay, catégorie psychopathe, parce que j'ai enchaîné 4 films sur des psychopathes, et une catégorie films sociétaux, donc sur les problèmes sociétaux qu'on peut avoir, et la dernière catégorie sera sur les films d'horreur, qui contient pas mal de films qu'on m'a demandé, notamment Crawl et Midsommar. Évitez de sauter directement au film que vous voulez voir, le but de cette liste c'est de vous conseiller des films à regarder. Donc voilà, essayez de regarder le plus possible, je vais faire en sorte que ça reste le plus intéressant et de faire ça le plus vite possible, ce qui est toujours compliqué parce qu'avec autant de films c'est difficile de pas arriver dans les 1 heure et quelques, mais on va essayer de se le faire. Dans les films d'action, Captive State, un film de science-fiction dans lequel l'humanité est asservie par des extraterrestres qui contrôlent absolument toutes nos actions en nous surveillant régulièrement avec des drones, etc. Ce qui nous empêche de faire quoi que ce soit de mal et surtout de lutter contre eux, puisqu'ils sont au courant d'absolument tout ce qui se produit. Et le film suit un groupe qui essaye donc de résister à ces aliens et à s'en débarrasser. Le film est vachement intéressant, le scénario est à rebondissement et plutôt bien ficelé, jusqu'à la révélation finale. Donc je vous conseille de le voir, ça fait partie des bons films que j'ai vus cette année. Et je suis un petit peu surpris d'avoir apprécié ce film. Dora and the Lost City of Gold, le film de Dora l'exploratrice. Ils ont réussi à garder un ton très délirant en fait. Le truc est clairement une suite du dessin animé, avec le personnage qui fonctionne comme dans le dessin animé. Elle fait des regards caméra, elle fait est-ce que tu sais dire, je sais pas, maison en espagnol? Essaye de dire Maléfique, maîtresse du mal. Un autre des films live action Disney de cette année, la suite donc du premier Maléfique avec Angelina Jolie qui joue le rôle de Maléfique, qui n'est plus une sorcière maléfique, même son nom Maléfique a plus de sens parce que c'est la plus gentille et la plus sympa de tout, et pourtant ses parents l'ont appelée Maléfique, complètement absurde. Et alors ils ont fait donc une suite au premier film, ils ont perdu le prince au passage, qui n'est plus l'espèce de petit niais, c'est qui c'était Brandon Thwaites je crois qu'il s'appelle, qu'il y avait dans le premier film. Maintenant ils ont mis un mec qui a joué dans un film gay que j'ai vu il y a peu de temps qui s'appelle Bitches, que j'ai vu cette année je crois, juste dans mes films perso, dans lesquels il était avec un groupe de potes qui passe son temps au bord de la plage à chercher des meufs à baiser, sauf que lui il est gay donc forcément ça fout un peu la merde dans tout ça. Le film est plutôt pas mal. Très créatif visuellement, il arrive à faire plein de choses qui sont plutôt intéressantes, il te montre plein de nouveaux environnements. Le truc c'est qu'il va un peu à fond la caisse. En un film, la Maléfique là, elle va découvrir qu'elle a donc tout un peuple qui l'attendait finalement quelque part. Je croyais qu'elle vivait dans la forêt avec les autres fées, etc., qui ont toujours vécu dans la forêt, mais apparemment non, son espèce à elle en particulier, ils ont été expulsés, ils sont partis vivre très loin, ils sont pas allés vivre dans les morts, là, je crois que ça s'appelle comme ça, son royaume. Et la meuf a quand même le feu au cul parce que elle va avoir 2 romances d'affilée avec des mecs de son espèce dans le même film. T'as l'impression que les rapports entre les personnages n'ont pas eu le temps de bien se développer, et que tout ça fonctionne pas tout à fait bien, même s'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien, et notamment le côté baston, quoi, la guerre entre les deux équipes, quoi, les créatures magiques et les humains, qui sont assez bien gérés, mieux que les engueulades entre les parents, qui au début sont un peu superficielles et pas ouf. Petit à petit, il y a quelques répliques qui sont un peu plus intéressantes, notamment de la part de Maléfique, mais elle les sort pas de façon très cool, finalement, Maléfique. T'as l'impression que son jeu est assez rigide au final. Je trouve qu'elle est pas, c'est pas génialissime. Mais il y a des scènes d'action qui sont assez ouf, des scènes de combat assez ouf, il y a plein de gens qui meurent de partout. Même si le film au final est assez classique et ne va toujours pas au fond dans le truc du Maléfique, quoi. Mais ça va, ça passe. Celui qui m'a vachement surpris, c'est Hellboy, sur lequel tout le monde a chié cette année quand il est sorti. Et ben écoutez, je crois que c'est officiel, le milieu rock'n'roll est mort.
Le style rock'n'roll est mort, ça ne plaît plus à personne. Parce qu'en fait, ce film, j'ai eu tellement de commentaires de gens qui disaient « Mais on comprend rien, le film est un énorme mélange, il y a des trucs qui vont pas ensemble, ça essaie d'être drôle, et en même temps ça essaie d'être trash, ça essaie d'être machin, je ne comprends pas le délire. » C'est un délire de rocker métalleux. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Le mec est plus ou moins badass, mais en même temps c'est un métalleux, donc il sait qu'il est crade, il est sale, il a peu d'estime personnelle, un peu cynique, donc il fait des blagues, etc. Mais en même temps, les métalleux, c'est pas non plus les mecs avec l'humour le plus dérapant du monde, enfin décapant du monde, parce que dérapant ce serait autre chose. J'ai l'impression que c'est vraiment uniquement ça, quoi. On n'a pas compris quel était le style. Mais alors, si vous êtes fan de métal, si vous êtes fan de rock, de hard rock, etc., si vous êtes fan de tous ces genres d'univers, mais vous allez vous jeter sur ce film et surkiffer, quoi. La fin, avec tout le côté démoniaque, avec les démons qui arrivent sur Terre et qui commencent à bouffer tout le monde. Le film est en plus classé R, donc tu vois des gens se faire écarteler, détruire en deux, etc. Effectivement, il y a des blagues entre-temps, mais c'est des blagues de métalleux, c'est des blagues assez particulières, c'est un peu crade, un peu pâche. Même le côté, il y a un côté bizarre parce que Hellboy est un mec qui en fait fonctionne vachement normalement et tout le truc est sur le fait que son papa l'aimait pas pendant le film, son papa qui est son papa adoptif parce qu'à la base c'est une créature des enfers. Et tu fais, c'est quoi ce délire? Et en même temps il y a un côté très rocker justement là-dedans, le côté un peu détruire l'aura du rocker en lui mettant un côté problème familial quoi, papa même pas. Et je trouve que tout ça marche super bien en fait. Je trouve que la méchante jouée par Mila Jovovich, elle joue super bien. Elle a une belle aura, elle est intéressante dans son apparence et son plan est plutôt cool. Les scènes de baston en particulier sont assez dingues. La scène de baston avec les géants par exemple, qui est un plan séquence dans une plaine avec le mec qui se bat avec une épée qui fait quand même 17 fois sa taille. Le tout donc en plan séquence avec la grosse musique de hard rock derrière. Enfin, excusez-moi, mais quel est le problème avec Hellboy exactement? Parce que moi, je vois vraiment pas quel est le souci, quoi. Je me souviens d'avoir vu des gens qui disaient au début d'une critique « Oh, tu comprends pas si le truc est cartoonesque ou si c'est réaliste, parce qu'au début, t'as un mec qui est tout sanguinolent, en train de pourrir, etc. Et t'as un corbeau qui dégrappe et qui lui arrache l'œil. Et ça fait un espèce de bruit cartoonesque. Alors le bruit cartoonesque, c'est vraiment il y a vraiment rien de cartoon. Et je comprends pas quel délire se sont tapés les gens avec ce film en fait. Enfin, y a vraiment aucun souci avec ce Hellboy. Et dans un monde normalement constitué et dans lequel les choses sont justes, en principe il aurait dû avoir un succès Hellboy quoi. Je comprends pas quel est le problème de ce film. Donc moi je vous conseille Hellboy, personnellement. Peut-être que c'est pour un amour un peu plus ado, donc profitons-en pour faire la transition sur les films d'ado. En commençant avec Charlotte à 17 ans en français, ou dans sa version originale, Charlotte a des fun, puisque c'est un film québécois. Et en fait, c'est des Québécois qui m'avaient conseillé au début de l'année, qui m'ont dit, il y a ce film-là qui est sorti chez nous et qui est super bien, et qui est effectivement assez drôle. C'est l'histoire de Charlotte, une jeune fille de 17 ans, qui a son premier job d'été pour travailler dans un magasin de jouets, je crois. Et en fait, dans cette boîte, il y a énormément de jeunes ados qui bossent, ou qui ont leurs premiers emplois, et il y a énormément de mecs, tous plus mignons les uns que les autres, certains un peu moins, cela dit, mais tous plus mignons les uns que les autres. Et donc, Charlotte a des vapeurs, et Charlotte essaye d'apprendre à gérer ce que c'est d'avoir des vapeurs quand on voit un beau mec passer dans un coin, et donc Charlotte a du fun, et elle apprend ce que c'est, que justement d'avoir cette vie sexuelle, adulte, etc., des risques qu'elle peut encourir, est-ce que ce sont des risques véritablement, ou est-ce que c'est juste une question de point de vue, etc. Le film est plutôt drôle, très bien fait, très cru, très trash, les nanas parlent bien entre elles, elles ont des dialogues qui sont bien libres, et bien des dialogues de nanas, je pense, entre elles. Donc c'est une très belle réussite pour Charlotte a du fun, avec en plus cette esthétique assez intéressante du noir et blanc qui est travaillée depuis le début. Très intéressant pour ce film, je vous le conseille. Ensuite, Les Fauves, un film avec Lily Rose Depp, donc la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Je cherchais c'est quoi le nom de famille, le nom de la nana, mais c'est vrai, elle a pas le nom de sa mère. Elle joue dans un film qui se passe à côté d'un camp de vacances, un peu la base de tous les films d'horreur, genre Jason, etc. Parce que d'autant plus qu'il y a une histoire comme quoi il y aurait une panthère qui rôderait dans la forêt, dont on sait pas trop si c'est une légende urbaine que se racontent les adolescents pour se foutre les boules, ou si c'est un vrai truc, puisqu'il y a quand même des personnes qui disparaissent, ou des gens qui sont blessés, etc., etc., et des gens qui disent avoir vu cette fameuse panthère. Et au milieu de tout ça, cette gamine navigue tranquillement, il y a quelques mecs qui lui plaisent, mais elle est pas vraiment sûre que ça l'intéresse d'aller avec des mecs, donc elle essaye vite fait, puis après elle le laisse partir. Le mec va disparaître d'ailleurs, donc ça va être un des sujets de l'histoire. Et puis elle va être très intriguée par un personnage qui est joué par Laurent Lafitte, il revient à nouveau, qui joue le rôle d'un auteur qui vit dans le même camp de vacances que là où sont les jeunes.
Et tout ça va se mélanger pour créer un petit thriller assez intéressant et qui marche plutôt bien, donc je vous conseille plutôt Les Fauves. Même si c'est pas non plus le film de l'année, dans le domaine des films pour ados, c'est pas celui qui a la meilleure note. Celui d'après on a une meilleure, il s'appelle Ben is Back. L'histoire d'une famille dont le fils aîné est en désintox à cause de plusieurs problèmes qu'il a eus et qui revient pendant un week-end, je crois, ou pendant une semaine, dans sa famille. Il va également être confronté à plusieurs problèmes qui le poursuivent depuis et qui ont causé le fait qu'il soit envoyé en cure. Et ça va être grosso modo l'histoire de la famille qui essaye d'aider le gamin à aller mieux. La mère notamment, jouée par Julia Roberts, qui est une mère courage, qui essaye absolument d'essayer de le sauver, qui va le chercher là où il a des soucis, etc., etc., même si c'est des trucs un peu dangereux. Le film est plutôt intéressant, très bon, et les performances sont magnifiques. Je pense que c'est notamment parce que le père de Lucas Hedges est le réalisateur du film, et a décidé donc de diriger son propre fils, et Lucas Hedges c'est déjà un mec que je trouve très très bon depuis très longtemps, à chaque fois qu'il fait un rôle je le trouve prenant et bluffant, mais là en particulier, notamment avec des acteurs comme Julia Roberts pour lui donner la réplique, il est parfait quoi. Je trouve qu'il est très bien, donc je vous conseille Ben is Back. Le dernier film pour ado de ma liste, et cette fois-ci sur une fille, c'est Teen Spirit avec Elle Fanning, l'histoire d'une jeune ado qui a pour espoir de participer à une émission de télé-réalité, un concours de chant, et on va la suivre au fur et à mesure qu'elle fait les différents concours, les différentes qualifications, jusqu'à arriver à la compétition. Pour quels résultats, pour quelles leçons en ce qui concerne le personnage. Tout un tas de choses qui sont vachement intéressantes étant donné le nombre d'adolescents qui voient ce genre d'émission de télé-réalité et qui sont fascinés par ça et qui pensent que leur vie peut devenir ça. Et du coup, je trouve que le film est assez intéressant pour gérer ça, pour montrer les problèmes que ça peut poser, etc., etc. Je suis pas tout à fait fan de la fin, mais la leçon est quand même la même. C'est le Star System et ses paillettes, c'est pas l'essentiel, et il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes que ça en dehors. Le film est assez cool, il y a ce personnage assez bizarre de son coach là qui sort un peu de nulle part, qui au départ me paraissait un peu louche, mais finalement l'histoire est pas malsaine ou glauque. Je trouvais que le film était plutôt sympathique, peut-être un peu trop positif, mais assez sympathique en tout cas. Sur un film comme ça, j'aurais préféré une fin plus nihiliste. C'est pour apprendre aux ados que ça sert à rien de rêver avec la télé-réalité, les machins genre là, c'est une chance sur 1 million de milliards qui vous arrive quelque chose avec ça, donc et même si ça vous arrivait, ce serait pas l'important de votre vie, il y a d'autres choses plus importantes. Ensuite, on va passer au film d'animation, et le premier est un peu un cas à la Hellboy. Le premier, c'est le film Playmobil, qui s'est fait chier à la gueule par tout le monde pour reprendre le concept des Lego. En même temps, avant que le film Lego existe, personne pensait qu'une grosse pub pour un jouet comme ça pourrait marcher au cinéma, donc évidemment qu'ils allaient pas le faire avant et qu'une fois qu'ils ont vu que ça marche, ils allaient essayer de le faire. Ce qui me surprend, c'est que je vois vraiment pas, encore une fois, ce que le film est si catastrophique en fait. T'as l'impression que les gens critiquent le fait que le film ressemble au film Lego. Ce qui est un peu évident, vu que ça adapte exactement le même concept, ce sont des petits jouets en plastique dont le but est de créer des univers particuliers, de créer ou de recréer des univers particuliers. Donc évidemment que la base de ton histoire, ça va être un personnage qui va se promener dans divers décors, mais le simple fait que ça ressemble au film Lego veut pas dire que ce sera mauvais en fait. Et en soi, le film, je trouve plutôt pas mal foutu, malgré le fait que ce soit une comédie musicale, et encore une fois, c'est bizarre, mais il y a plein de comédies musicales qui sont bien passées cette année dans ce que j'ai regardé. Je trouve notamment que le film a une des meilleures chansons de méchants que j'ai jamais entendues depuis très longtemps. Les chansons de méchants sont souvent les meilleurs trucs dans les films d'animation. La chanson de Scar par exemple, Be Prepared dans Le Roi Lion, soyez prêts. Mais là vraiment, je trouve qu'on a un très bon méchant joué par Adam Levine en version originale. I give the people what they want, and they want you to die. Donc c'est une sœur et son frère, donc la grande sœur et son petit frère, dont les parents meurent au tout début du film, juste après une scène de comédie musicale super joyeuse, donc voilà, le clash de ton entre les deux d'un coup. Mais du coup, elle est obligée de devenir plus adulte pour s'occuper de la famille, et le gamin est en train de gueuler parce que du coup, elle a perdu son esprit joueur, etc. Et elle est uniquement dans le sérieux, et elle est chiante, etc., etc. Ce qui n'est pas la meilleure chose à reprocher à la gamine, je veux dire, elle a quand même à peine 18 ans, elle est obligée de s'occuper de toi, gamin, etc., et de reprendre toute la vie de la famille. Ouais, évidemment, elle va perdre un petit peu de son environnement de jeunesse, surtout quand ses parents sont morts dans un accident de voiture juste avant, enfin, faut pas exagérer non plus. Mais effectivement, la leçon, c'est plus ou moins que ça, quoi. C'est garder son âme d'enfant, continuer à rigoler un petit peu, grâce à tout un tas de mondes qui sont explorés au fur et à mesure. Alors effectivement, on a des mondes qui se ressemblent par rapport au film Lego, notamment le monde western, mais enfin en même temps, voilà quoi, le western c'est un peu une des bases des environnements que tu peux avoir. Le western avec genre Halloween, les trucs d'horreur ou les trucs dans ce genre-là, quoi. Ou la SF. Ce qui est bizarre, c'est que justement, il y a un moment où ils sont dans une ville de SF et ça ressemble pas du tout à un décor de Playmobil. C'est un peu ça que j'ai trouvé bizarre en fait dans le film, c'est que
Le vrai reproche que je ferais à ce film Playmobil, c'est que l'univers est bizarrement constitué. Dans le film Lego, t'avais cette animation image par image, et tout était du Lego. Et là, dans les Playmobil, en fait, les personnages sont téléportés dans le film Lego. C'est-à-dire qu'en fait, donc, le gamin continue à dire que la sœur rigole pas assez, il s'échappe à un moment, il arrive dans un magasin de jouets, il arrive dans un truc Lego, dans lequel tout est organisé en différents espaces, comme la cave du père dans le truc Lego à la fin. Et ils sont catapultés dans le monde Lego, ils se téléportent dans le monde Lego, ils sont pas juste en train de jouer avec des Lego, ils arrivent dans la réalité du monde Playmobil. J'ai dû dire Lego juste avant. Et les Lego, c'était que des Lego, quoi, c'était du plastique, avec des trucs collés, etc. Et dans Playmobil, en fait, bah, t'as de la fourrure aussi, et t'as de l'herbe, et t'as du sol, et t'as des tissus, etc. Et tu fais... C'est space en fait, c'est quoi cet univers? Pareil, le truc des Lego, c'est qu'ils sont tout raides quoi, ils ont les mains toutes bloquées, donc tu fais des trucs comme ça. Ce qui pourrait faire des trucs rigolos au niveau de la façon de bouger les Playmobil quoi. Sauf qu'on fait un sketch sur ça au tout début, dès que la nana débarque dans le monde Playmobil, et pendant tout le reste du film, elle plie les bras et les jambes sans aucun souci. C'est quoi cet univers quoi? Grosso modo, la plupart des gags étaient plutôt bons, ils faisaient plutôt rire. Donc je trouvais que ça marchait pas trop mal. C'est clair que c'est pas du tout aussi bon que le film Lego. D'un autre côté, la suite du film Lego était pas aussi bonne que le film Lego non plus. Donc peut-être que le film Lego a eu l'avantage d'avoir fait pour le premier avant les autres le côté retour en enfance. Et quand même, il a un côté au niveau de la mise en scène qui est plus logique, qui marche un petit peu mieux. Malgré tout, je trouve que le film Playmobil est pas mal. La suite du film Lego, je vais pas dire grand chose dessus, enfin très franchement tu sens le globi-boulga de blague, tu sens qu'ils n'avaient pas vraiment d'idée de base pour vraiment bien mélanger le truc. Ils ont donc repris l'idée d'opposer le gamin avec sa petite sœur, et donc on a l'opposition des différents jouets Lego, donc t'as vraiment l'impression que c'est une pub au max parce que maintenant t'as les différentes catégories de jouets, et tu sens que le scénario est pas bien ficelé, que c'est un prétexte à ce que les gens à ce que les histoires se suivent. Il y a un moment où on est censé quand même t'avoir appris que tout ça c'est un truc faux. Et à un moment, t'as des Legos qui se battent entre eux, mais en fait, les vrais Legos, dans le vrai monde, se mettent à se battre entre eux, ils se jettent l'un sur l'autre, et ils sautent sur place, etc. Tu fais... Alors attendez, c'est un délire, là? C'est un adolescent qui est en train d'imaginer que les Legos sont réels? Ou alors c'est vraiment dans le vrai monde que... Enfin, ça devient complètement absurde. Et tout le délire méta sur Chris Pratt, qui se rencontre lui-même avec ses vélociraptors... Est-ce que des enfants peuvent comprendre ça, par exemple? L'humour méta, c'est déjà un truc particulier à gérer. Est-ce qu'ils peuvent comprendre que le personnage de Rex Danger, je crois qu'il s'appelle comme ça, un truc dans ce genre-là, est un gag par rapport à l'acteur qui joue le personnage principal. Je suis pas sûr, franchement, que ça arrive à rentrer dans l'esprit de nos chères petites têtes blondes. Donc ça me paraît assez particulier, et je trouve que ça a pas du tout marché, en vérité. Autre film d'animation que j'ai vu après ça, c'est La Famille Addams. Nouvelle version, adaptation qui a été faite, qui grosso modo est un remake de la version live qu'il y a eu dans les années 90, parce que c'est exactement la même histoire, quoi. Si ce n'est que là on les voit quitter leur village d'origine avant d'arriver dans la maison Addams elle-même, mais c'est les Addams face au monde extérieur, avec une famille de normaux qui veut les normaliser, parce qu'ils sont trop spéciaux, etc. Et au final, tout le monde apprend de l'autre, etc. etc. Jusqu'à ce truc-là, quoi, c'est t'avais la nana qui voulait faire partir les Addams dans le premier, et qui finalement finissait amoureuse de Fétide, Addams, à la fin du film, et t'as exactement la même chose ici, quoi. T'as l'espèce de bourge qui veut virer les Addams, et à la fin il finit avec Fétide. Alors je sais pas si ils adoptent tous la même histoire de base, et c'est pour ça que l'histoire se répète. Et du coup, c'est pas non plus le truc le plus fascinant du monde. Reste que, si vous avez jamais vu La Famille Addams, ou si vous avez envie de vous mettre dedans, quoi, c'est plutôt bien fait, ça reproduit plutôt bien le truc. C'est juste adapter La Famille Addams au monde moderne, quoi, parce qu'il y a 2 blagues sur les portables à un moment dans un truc. Et une blague sur le clown de Hit. Ça casse pas trop pattes à un canard, mais ça marche bien si vous aimez l'esprit de La Famille Addams. Maintenant, passons à la catégorie cinéma d'auteur. C'est Convoi exceptionnel de Bertrand Blier, dont je vous ai parlé au début de l'année, je crois. Le principe, c'est que donc ce sont 2 personnages qui ont le scénario de leur vie, et qui vivent tout un tas de péripéties qui sont liées à cette problématique de base. Je me suis fait chier. Et pourtant, j'aime beaucoup certains des films de Bertrand Blier, notamment, et dans ce domaine particulier, les acteurs. Un film qui s'appelle Les Acteurs, qui était justement sur les acteurs français, qui était beaucoup plus intéressant, parce que là, donc le principe, c'est qu'en gros, donc les mecs ont le scénario de leur vie, c'est un vaudeville, dans lequel les acteurs sont conscients d'être des acteurs, enfin d'être des personnages en tout cas, et qu'ils ont un script arrivé, et en fait, tout le monde a des problèmes par rapport aux lignes, les personnages principaux qui en peuvent plus de recevoir des lignes et qui veulent pas qu'on contrôle leur vie, d'un côté t'as des personnages qui eux n'ont pas du tout de lignes, et qui du coup ne peuvent rien faire, et qui veulent un rôle, et qui veulent etc. etc.
Ce qui est assez parlant à mon sens, c'est que ceux qui veulent plus des lignes, c'est les deux blancs. Et donc je pense qu'il doit y avoir une question par rapport à ça, par rapport aux immigrés qui n'ont rien et aux locaux qui sont en train de gueuler sur le moindre truc qui va pas. Je sais pas si c'est ça le truc. Toujours est-il que je me suis beaucoup emmerdé dans le film, alors qu'un film comme Les Acteurs était vraiment fascinant, il y avait un délire qui était génial, filé de bout en bout par le truc. Je me souviendrai toujours de Jean-Pierre Mariel qui cherche son pot d'eau chaude. Je me souviendrai toujours de cette réplique. J'avais commandé un pot d'eau chaude. J'adore comment il disait ce truc-là. Il y avait avec Balasco aussi qui remplaçait qui elle remplaçait Dussolier, je crois. Et il disait de toute façon c'est le meilleur acteur français, personne n'en marquera que c'est pas moi, etc. Et effectivement tout le monde prenait Jocelyne Balasco pour entrer Dussolier pendant tout le film. Et je me souviens aussi évidemment des Côtelettes, qui est un des films préférés de ce mec-là, avec le vieux qui débarque au début du film en disant je viens pour vous faire chier. Toute la base était partie là-dessus. Et là aussi, justement, on avait la même actrice qui avait un peu le même symbole. Les deux petits vieux s'approchaient de la mort et on avait rien à foutre. Et elle, il voulait pas qu'elle meure, etc. Enfin bon, c'était tout un truc assez bizarre, assez délirant. C'est très vaudeville aussi. Et pour le coup, je suis vachement plus rentré dans ces deux-là. Le bruit des glaçons était déjà un peu moins sympathique, mais plus sympathique à regarder. Là, franchement, dans Convoi exceptionnel, je me suis fait chier. Au bout d'un moment, je n'arrivais pas du tout à comprendre où est-ce qu'il voulait en venir, et quand il en vient à quelque chose, je trouve que c'est pas très intéressant. Donc je suis un peu déçu, pour le coup, par ce film-là. Abordons maintenant la catégorie biopic. Biopic plus ou moins romancé, mais biopic en tout cas. On va commencer avec un des films que je pensais faire l'année dernière, finalement j'ai pas eu le temps de le sortir, et surtout je sais pas trop comment l'aborder, le J'accuse, de Roman Polanski. Le film en lui-même est plutôt pas mal. Il y a un côté très vieillot et très ancien, notamment au niveau du rythme et au niveau des transitions qui sont un peu brusques et qui font un peu foireuses, qui un peu trop pressées parce que genre on sait pas comment faire l'effet spécial donc on va le faire à fond la caisse. Les cadres sont extrêmement bien faits mais il y a un côté très très froid et très rigide. Mais ça rend aussi les choses très impressionnantes puisqu'il filme avec des focales assez courtes, des cadres assez larges. Donc ça reste assez impressionnant, mais il y a effectivement un côté un peu vieillot, même si certains effets spéciaux sont très bien faits, même s'il y a beaucoup de costumes et qu'il y a des décors qui sont assez intéressants. Le truc qui me semble plus dérangeant, c'est qu'il y a beaucoup de points communs dans ce qu'il montre de l'affaire Dreyfus, qui pourrait résonner avec ce qui est arrivé dans son affaire à lui, et je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire de faire un rapprochement entre les affaires de Polanski et l'affaire Dreyfus. Je me demandais jusqu'à quel point ce serait le cas, parce que tu sentais quand même, il y avait certains points, notamment la présence de sa femme, Emmanuelle Seigné, en femme courage, qui soutient son mari, qui est accusé de partout et attaqué de partout, etc., etc., qui est déjà assez clair. Donc déjà dans la bande-annonce, tu vois ce genre de truc, mais quand tu vois le film lui-même, tu penses par exemple à l'exil de Dreyfus sur l'île du Diable, qui évoque l'exil forcé de Roman Polanski dans son chalet à Gstaad, pendant 6 ou 7 mois, je crois. Son emprisonnement à domicile. Donc tu vois le rapport parce que tout le monde a dit comme il est enfermé dans son chalet dans la montagne, c'est pas vraiment comme s'il était en prison. Et il te montre du coup Dreyfus qui est enfermé dans une île tropicale paradisiaque où il fait 40 degrés, où le soleil tape toute l'année, où il y a des cocotiers à tes fenêtres. Mais t'es enfermé et t'as des gardes constamment autour de toi qui regardent ce que tu fais. Donc c'est pas comme si tu pouvais aller gambader dans l'eau tranquillement, etc. quoi. T'as l'impression qu'il veut te montrer que malgré tout être enfermé dans un chalet à Gstaad, c'est quand même pas si cool que ça quoi. T'as l'impression quand même que les liens sont créés comme ça. Il y a toute la vindicte populaire qui est vachement traitée dans le film, quoi. Il te montre à quel point les gens étaient contre Dreyfus, il te montre les articles de journaux qui disent « Le traître débarque à Rennes » quand il vient pour son nouveau procès, etc. Tu vois à quel point les gens voulaient maintenir un certain discours, etc. Et tu sais pas s'il essaye de dire que c'est ce qui s'est appliqué dans son cas à lui aussi ou pas, quoi. Mais ça te met du coup un peu mal à l'aise quand tu vois ce genre de truc arriver à l'écran parce que t'es pas sûr que le propos soit vraiment judicieux et tenu. Ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que une différence fondamentale, c'est que les crimes qui lui étaient reprochés par la justice, il les a reconnus. Là où l'affaire Dreyfus repose fondamentalement sur une fausse preuve et sur de la manipulation du système judiciaire. Donc, tu peux pas aller jusqu'au bout dans l'idée qu'il dénonce ce qui lui est arrivé à lui, mais c'est vrai que tu peux voir beaucoup de points communs entre les deux. Donc je comprends que le film ait pu créer une grosse polémique par rapport au rapport avec Roman Polanski lui-même, qui a fait un bon film, comme d'habitude, hein, c'est Roman Polanski fait de très bons films. Je trouve qu'il s'en sort très bien, mais tu sens qu'il y a des trucs qui le collent d'un peu trop près. La performance de Jean Dujardin était vachement intéressante. Je trouve qu'Emmanuelle Seigné, je voudrais revenir dessus 2 secondes, mais en fait je crois que comme c'est sa femme, il sait pas la diriger. Enfin c'est bizarre, en plus j'ai parlé de Lucas Hedges il y a pas longtemps qui était dirigé par son père, mais je l'ai jamais vu diriger cette nana correctement, si ce n'est dans La Vénus à la fourrure. Donc voilà, je trouve que c'était ce qui passait le moins bien du film. Tout le reste, acteurs, décors, costumes,
mise en scène, récit, etc. Tout ça est vachement intéressant. Et j'aime beaucoup le choix, mais alors qui est très particulier, de finir un peu en eau de boudin sur le cas Dreyfus. Le dernier procès se termine, et t'as un panneau de texte qui te dit que, en fin de compte, le procès, il a été plus ou moins révisé quelques mois après, mais dans l'indifférence générale. Et t'as une scène pour terminer le film où tu vois Dreyfus qui vient voir c'est le général Picard, je crois, que joue Jean Dujardin, qui depuis est devenu maintenant ministre, je crois. Et donc ils se parlent vite fait, et ils parlent de l'affaire, mais ils en parlent un peu en fond, quoi. Et en fait, je trouve que c'est intéressant, c'est l'idée de montrer que quand l'affaire était en cours, tout le monde en parlait, elle était vraiment partout, et que tout le monde, personne n'a jamais voulu en démordre, et que quand il a fallu abandonner l'affaire et reconnaître l'innocence du personnage, bah finalement tout ça c'est tu. Tout ça a disparu finalement de façon, comme un prout, on va dire, dissipé comme un prout dans l'atmosphère. L'affaire a disparu et au final on n'a pas vraiment pris acte de l'innocence du personnage, et il a fallu attendre encore des années pour que ça traîne, quoi. Et donc j'aime bien ce côté-là de la fin finalement, le côté de montrer que en fait l'affaire a jamais eu une fin directe. Elle a mis des années et des années à vraiment s'atténuer, à vraiment disparaître, pour devenir l'affaire Dreyfus telle qu'on la connaît maintenant, quoi, la honte de la République, telle qu'on l'apprend dans les cours d'histoire. Donc je trouvais que le film était quand même plutôt intéressant et très bien fait sur son sujet, mais il y a des capillarités avec l'histoire de son réalisateur qui sont un peu malaisantes, je le reconnais tout à fait. Tolkien, interprété par Nicholas Hoult. Le film se concentre sur la jeunesse de l'auteur avant qu'il se mette à écrire Le Seigneur des Anneaux. On suit donc son expérience pendant la guerre, ses études, et comment est-ce qu'il a commencé à recréer sa vie quand il est devenu professeur à Oxford après, qu'il a créé sa famille et qu'il a commencé à écrire entre-temps, etc., etc. Et on voit surtout, est-ce que c'est une décision de la part du réalisateur ou est-ce que c'est fondamentalement comme ça que ça s'est passé? Comment est-ce qu'il a été inspiré à écrire Le Seigneur des Anneaux? Avec beaucoup de points qui, effectivement, une fois que tu vois le rapport entre les deux, tu te dis, ben oui, en fait, c'est évident, genre, les fameux marécages dans lesquels il y a tout un tas de soldats morts avant le Mordor, en fait, évoquent tout bêtement les No Man's Land à la fin d'une grosse baston avec toutes les flaques de pluie dans lesquelles il y a des corps qui sont en train de pourrir tranquillement, tout le terrain complètement en bordel, etc. Et en fait, tu regardes l'image, tu fais, bah oui, c'est ça en fait. Pareil, il y a un passage où Frodon et Sam se promènent dans une tranchée. Tu fais, bah oui, la tranchée, ça lui est venu d'où? Évidemment qu'il est dans une tranchée. Les Nazgûl qui sont représentés par les avions, etc., qui font un bruit particulier, un sifflement strident quand ils vont lâcher les gaz ou quand ils vont lâcher les bombes, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui sont vachement intéressantes pour montrer la vie du mec. C'est pas le film le plus fascinant du monde, je sais pas jusqu'à quel point c'est juste par rapport à l'inspiration, mais ça marche plutôt bien, donc je vous encourage effectivement à aller voir Tolkien. Revenons à la France avec Colette. Donc Colette, la fameuse femme au chat. Le film n'est pas un film, à peine un film sur la carrière de Colette, ou son talent d'écrivaine, qui semble absolument naturel, genre elle se contrôle même pas, elle écrit et ça marche, c'est des putains de succès. Ce qui existe, hein. Là, tout le concept du film, c'est de se baser sur la dénonciation du patriarcat, parce que les premiers romans de Colette ont été édités au nom de son mari, c'est lui qui en a eu les droits, c'est lui qui en a fait tout et n'importe quoi. Et donc le film te montre comment Colette est devenue indépendante, révolutionnaire, qu'elle s'est séparée de son mari, qu'elle est devenue bisexuelle aussi. Ça aussi, je sais pas si c'est vrai, si c'est que dans certaines autobiographies, un truc qui est discuté ou pas, je connais pas à fond la vie de Colette. Tout ce que je savais, c'est qu'elle kiffait les chats, mais alors il y a que 2 putains de plans sur des chats dans le film, au tout début du film et à la fin. Tu me dis, merde, moi qui pensais voir des chats pendant tout le film. Et au final, l'histoire est intéressante quand même, hein, parce que c'est une histoire d'indépendance assez intéressante, et de montrer comment l'histoire a été créée, comment cet artiste est né. C'est fascinant et c'est intéressant, évidemment. Je trouve que l'angle n'est pas forcément le plus fascinant qu'on aurait pu choisir. Les performances sont très très bonnes, et le film est très très bien réalisé également. Dernier biopic, mais biopic peut-être plus ou moins fictif, je connais pas trop l'histoire du truc, le film Edmond. Un film sur Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, qui raconte justement comment est-ce qu'il a écrit Cyrano de Bergerac, qui apparemment est une histoire rocambolesque, ce qui colle bien pour le théâtre, rocambole. On raconte comment est-ce qu'il a fait la rencontre du gérant du théâtre, pourquoi le gérant du théâtre lui a demandé ce rôle, comment est-ce que certains trucs ont été faits sur mesure, et comment est-ce qu'il a apparemment tout trouvé au dernier moment.
ce qui, il me semble, est quand même vachement romancé. Il me semble qu'il avait commencé à écrire ou à penser à l'histoire quelques années avant, dans ce que j'ai vu pour les petites recherches que j'ai fait vite fait, qu'il n'a pas tout trouvé comme ça sur un coup de tête au dernier moment. Il y avait quand même quelques trucs qui mûrissaient dans son esprit depuis une belle lurette, mais ça fait une histoire vachement intéressante, pleine de retournements, très drôle. Les blagues sont à mourir de rire, les échanges sont vraiment géniaux, le texte est parfaitement écrit, les acteurs les jouent parfaitement bien en plus. Il y a même de la comédie un peu burlesque, quoi. C'est des gens qui tombent dans des trappes ou des trucs comme ça, mais ça marche super bien, c'est vraiment excellemment bien mené. C'est très drôle et ça raconte une histoire absolument fascinante. Donc, pourquoi pas regarder Edmond, histoire de se faire un petit peu de culture. Je pense que vous l'avez tous vu par moi, parce que j'ai reçu énormément de messages qui m'ont dit faut absolument que tu vois Edmond, faut absolument que tu vois Edmond, faut absolument que t'en parles. Il est sorti le 9 janvier, le 9 janvier c'est la période à laquelle je suis en train de voir tous mes rattrapages, donc aller voir des films en salle et faire des vlogs entre temps, ça me bouffe une journée sur laquelle je pourrais avoir 3 ou 4 films. Donc je fais pas ça en début d'année, mais du coup je l'ai rattrapé là, maintenant, vous voyez. Catégorie suivante, les films pour chiens. Alors j'aimerais beaucoup avoir une catégorie films de chats. Le problème, c'est que vous pouvez regarder, il n'y a pas de catégorie films de chats. Les films sur les chats, ça n'existe pas. Il y a des tonnes de films sur les chiens, mais sur les chats, il y a Disney qui a fait quelques films sporadiques, genre L'espion aux pattes de velours, ou Le chat qui venait de l'espace, ou Thomasina, qui était un des films aussi que j'ai vu. Et peut-être La Grande Aventure, ou je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, le truc avec les 2 chiens et le chat qui s'échappent dans la nature pour rentrer chez eux. Mais alors, c'est quasi impossible de trouver des films de chats en dehors de ça. Il y a Street Cat Name, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que j'en avais parlé aussi dans une autre vidéo sur un mec qui est en gros SDF et qui récupère un chat, et le chat est un peu le déclic qui l'aide à avancer, etc. Le film était vachement bien, vachement touchant, mais alors c'est super rare, donc je me rabats sur les films pour les chiens, pour voir des films un petit peu feel good et qui sont sympathiques. Bon alors celui-là, oui, celui d'après un peu moins. Le premier, c'est A Dog's Way Home, traduit en français par L'incroyable aventure de Bella. Et non, ce n'est pas Kristen Stewart qui joue le rôle de la chienne. L'incroyable aventure de Bella, c'est l'histoire d'une petite chienne qui a fait 600 km pour retrouver son maître, qui avait, je sais pas s'il s'était perdu ou s'il l'avait abandonné ou un truc dans ce genre-là. Plutôt bien fait, et ça marche assez bien. Je trouve que c'est toujours des films qui sont assez rigolos à voir. C'est souvent des films qui sont assez proches de la nature, puisque le chien traverse un tas de décors, etc. Mais je trouve que c'était plutôt bien mené et que c'était assez intéressant. Donc il y a tout un tas de trucs où on voit le parcours du chien, les différentes rencontres qu'il fait avec des animaux, des humains, des machins genre là, tout un tas de péripéties. C'est fascinant à regarder, c'est très mignon à la fin quand le chien revient avec son maître. Le suivant, c'est A Dog's Journey. Et je sais pas si vous vous souvenez, donc c'est Mes vies de chien, le film original, ça s'appelait A Dog's Purpose, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, je crois. Et le film a bien marché, alors on a fait une suite. On fait des suites de films sur les chiens maintenant. Donc ça s'appelle Mes autres vies de chien. C'est exactement comme le premier film. Une sorte de bilan, de suite de sketch, pour te montrer donc différentes vies de chiens, et à travers ces différentes vies de chiens, les différentes choses qu'un chien peut faire, les différents rapports qui peuvent exister entre un humain et un chien. Les chiens sauveteurs dans un autre film, ici il y a les chiens qui reniflent le cancer par exemple, des trucs dans ce genre-là. Donc on va développer tout un tas d'histoires à propos de ce petit chien qui tourne autour de la base du fait que c'est le fameux Bailey, donc le chien qui était au tout début de A Dog's Journey, Purpose, le premier, qui était le chien de Dennis Quaid, et qui se réincarne à chaque fois, et qui garde du coup des souvenirs de ses vies précédentes, donc il accumule les capacités de tous ses chiens, etc. Et il peut prouver qu'il est le chien de son propriétaire, avec le fameux seau qu'il faisait sur son dos, etc. Le film marche bien, pas aussi bon que le premier, je dirais, mais ça passe. Si vous avez envie de voir un petit film relax, voilà quoi. Oublions les chiens, du coup, maintenant on va passer aux comédies. Il y en a quelques-unes qui sont dans mon listing, la plupart étant françaises, bien sûr, puisque c'est un des seuls trucs qu'on sait produire. Sorti en salle française cette année, mais ça fait déjà 3 ans qu'il est sorti au Japon. Le film s'appelle One Cut of the Dead. One Cut of the Dead, c'est un film sur des gens qui essaient de tourner un plan séquence de zombies. Et c'est vachement bien, c'est très drôle, c'est des films sur les tournages de films, et c'est toujours très intéressant de voir des films sur les tournages de films, et de voir comment ce truc-là a rendu, je trouve que c'est vachement intéressant, parce que du coup, vous verrez le one cut au début, vous allez vous dire qu'il y a des trucs un peu bizarres, et vous allez vous demander, mais tiens, pourquoi est-ce que c'est joué comme ça? Enfin, tu sens que ça fait amateur, mais t'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce que ça fait aussi amateur et que le truc a l'air plus ou moins pro. Et vous allez avoir du mal avec certaines répliques des personnages, etc. Et quand vous allez voir le truc, vous allez ah, d'accord. Donc voilà, je trouvais que c'était vachement intéressant, et c'est toujours très drôle d'avoir des films sur les tournages de films, en particulier avec tous les délires qu'il y a dans ce film-là. Donc je vous encourage à aller voir One Cut of the Dead. Comédie suivante. Une des comédies françaises qui a le plus marché cette année, je crois. Qu'est-ce qu'on a encore fait, au bon Dieu?
la suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Alors... Vous savez, j'ai pas de souci avec ces films. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de gueuler en disant « Ouais, les clichés, les machins, etc. » C'est un film pour te montrer que les clichés, ça existe, que tout le monde en a, que tout le monde a toujours eu. C'est quelque chose de naturel chez l'être humain d'essayer de catégoriser les choses. C'est comme ça que ton cerveau fonctionne pour essayer de s'en sortir. Ensuite, tu essayes de classer des catégories, etc., etc. Donc les clichés, c'est un truc qui existe. Généralement, on exagère des choses qui existent pour de vrai. Et ça peut exister, ça peut ne pas exister. Ça peut être basé sur des trucs vrais, ça peut être basé sur complètement faux. Le premier film était voué à prouver ce truc-là. Le deuxième film n'a rien à raconter. Et c'est vraiment ça le problème du truc. Rien à raconter, et pourtant le film est pas mauvais fondamentalement, mais en fait, il n'y a plus cette histoire de base du problème des clichés. Ça va être la question des étrangers qui ont des clichés sur la France, et donc les questions qu'ils peuvent avoir avec eux-mêmes. Et en fait, tu sens beaucoup moins de cohésion dans l'histoire, tu sens beaucoup plus que c'est une succession de sketchs. Il y a un truc comme quoi que Clavier doit écrire un bouquin, et tu sens que c'est pour qu'on dise qu'il fait quelque chose pendant l'histoire, mais ça n'a aucun intérêt, personne n'en parle, ça n'est jamais la base d'un sketch, d'une blague, jamais c'est juste, il est dans le fond de l'histoire, il écrit un bouquin. Et tout le monde s'en fout. Et en fait, chacun des gendres a un problème. Alors c'est que les mecs, bizarrement, les nanas sont quasi pas concernés par le truc, mais j'y viens, cela dit aux nanas, parce qu'il y a un truc qui rattrape tout ça. Mais en gros, c'est chacun des mecs qui ont chacun un problème avec la France, et du coup, Christian Clavier et Chantal Lobby sont là pour essayer de les convaincre de rester, d'aimer la France et de voir ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Mais même ça n'est pas le centre de l'histoire, parce que autour de tout ça, t'as une histoire qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressante, et qui, justement, est vachement traitée dans le film. C'est que Kofi, je crois, la famille africaine, a une sœur qui est lesbienne. Sœur lesbienne de parents qui vivent en Afrique et qui sont très conservateurs. Du coup, c'est plutôt ça l'enjeu principal de l'histoire, c'est que la famille Kofi est invitée en France pour vivre le mariage de sa fille, mariage lesbien, mais il n'est pas au courant que sa fille est lesbienne, donc forcément c'est là que vont être les vrais gros quiproquos et les vrais gros... Et cela dit, il n'y a pas énormément de quiproquos, ne pas avoir à résoudre quiproquos pour essayer de trouver quelque chose à raconter dans l'histoire, c'est quand même plutôt original pour une comédie française. On va avoir la révélation assez vite. C'est pas particulièrement au centre de l'histoire non plus, c'est ça qui est un peu dommage. Mais ce qui sauve ce film, c'est que enfin, putain de bordel de merde, depuis qu'on a eu 1 million de connards dans les rues pour nous dire qu'il fallait pas se marier entre mecs parce que sinon le monde allait partir à feu et à sang, pour une fois, on a un film français qui montre un mariage gay, et ce, de façon positive, contrairement à un certain Ma Première Fois, toute première fois, qui était le premier film français à sortir sur le mariage gay, et le mariage gay dans le truc était une blague. À la fin du film, on avait un mariage hétérosexuel, principalement. Et le mariage gay, c'était pour faire une blague, c'était pas le personnage principal qui se mariait pour avoir un mariage gay. Et moi j'ai quand même un problème fondamental avec ça, quoi. Tu fais voter le mariage gay en France, y a pas un mec qui est foutu de faire un film positif sur le mariage, et bah là, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, le film raciste, etc. et tout le bordel, et qui est honteux, et qui devrait pas exister, et bah c'est le premier film à avoir montré une image positive du mariage gay, et à avoir mis un mariage gay. Alors quand tout le monde dit que c'est ces films-là qui devraient se ramasser des tonnes de trucs dans la gueule et se faire insulter, et qui devraient pas aller à l'écran parce que c'est honteux, etc., et ça va nourrir les haines, etc., je crois qu'il y a vraiment un truc que vous avez loupé dans le fonctionnement du racisme, dans les problèmes qu'il y a par rapport à l'exclusion, etc. Il y a des trucs qui ont du mal à passer. Donc, aussi étonnant que ça puisse paraître, même en étant très moyen, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, est un film sympathique et qui passe. Ensuite, un film très particulier, on est comme dans Convoi exceptionnel sur un vaudeville. Putain, le nom venait de me sortir d'un coup. Yves est l'histoire d'un jeune homme joué par William Lake Bill, qui a une vie de merde, qui est une grosse merde, une grosse loque, qui fout rien au fond de la maison de sa grand-mère, parce que du coup elle est gratuite. Alors qu'il devrait être rappeur et faire de la musique. Le film commence sur un rap particulièrement mauvais et particulièrement atroce, mais c'est fait pour. Et qui achète, ou en tout cas se fait livrer, un frigo intelligent, un smart frigo, qui analyse lui-même le contenu de son frigo et lui permet de faire des trucs, mais qui est une intelligence artificielle en général, en fait, qui commence vraiment à gérer ta vie, au-delà de ton alimentation, en prenant en compte tes contacts Facebook et en les faisant venir, etc., ou des trucs dans le genre-là. J'ai un peu envie de vous dire que, avec un début aussi débile, vous avez tous une idée de ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand je vous ai dit qu'il était rappeur, et ensuite que je vous ai dit que le frigo était intelligent, vous avez déjà deviné que le frigo allait se mettre à créer son rap à sa place.
et que elle a commencé à créer tout un truc, et que du coup, à cause du frigo, Yves, le personnage, allait devoir reprendre sa vie en main, et devoir vraiment s'assumer par lui-même, et pas laisser le frigo tout faire à sa place, etc., etc. Le film est intéressant, dans son côté barré, mais je trouve malgré tout qu'au final, ça a peu d'impact, c'est pas très intéressant, et c'est assez convenu, finalement. Et pour un film qui, je pense, devait être fait pour surprendre de A à Z, au final, c'est pas un truc qui marque particulièrement, quoi. Donc j'ai pas été particulièrement marqué par Yves. Mais on aime beaucoup les prénoms comme dans de films en France en ce moment, puisque nous avons aussi Walter, qui est sorti. Walter, pardon. Walter est l'histoire d'un vigile originaire d'Afrique, qui est appelé dans la galerie commerciale dont il est le responsable de la sécurité en pleine nuit, parce que une bande de cambrioleurs est en train d'essayer de faire un casse. Et le truc qu'ils ne savent pas, et que nous non plus on ne sait pas au début du film, c'est que Walter est un grand taré dans sa tête, et donc les cambrioleurs ils vont se frotter à beaucoup plus chaud que ce à quoi ils voulaient se frotter. Le film c'est un peu beauf, c'est assez lourd, notamment parce que les cambrioleurs font beaucoup de blagues assez en dessous de la ceinture, notamment par rapport à la femme de Walter qui est chaude comme la braise et qui lui envoie des textos un peu excités, et du coup les mecs sont complètement en chien devant les photos de la meuf, etc. Ils sont assez cons d'ailleurs de base, donc il y a un côté assez beauf mais qui passe parfaitement en fait, et qui marche super bien. Tu me vois moi en prison? Ils vont me foutre une perruque, ils vont m'appeler Samira, ils vont défoncer mon petit cul. Et qui laisse place à un film qui est très très bien mené, où ils ont vraiment bien mené le côté casse, où on a tous ces moments où il y a ces caméras portées qui suivent les voitures en train d'arriver, qui font des panoramiques et qui tournent pour te montrer la voiture qui se gare, le mec qui sort de ce côté-là, ici ce mec qui est en train de préparer ses flingues, etc. La caméra qui va suivre le chariot qui amène jusqu'à la foreuse, qui doit découper le mur pour arriver jusqu'au coffre, etc. C'est vraiment plutôt très bien mené en tant que film d'action, et c'est assez drôle finalement en termes d'humour, même si c'est de l'humour un peu gras. Quand c'est bien réussi, ça marche bien. Il y a un truc que je trouve surtout vachement intéressant avec ce film. Dites-moi si je me trompe. Je crois que c'est une des premières fois où on a un vrai héros noir positif et qui est présent pendant tout le film et qui est le rôle principal dans un film français. Et qui soit pas genre merde, comment ça s'appelle, Intouchables. Généralement, quand t'as un noir héros d'un film français, c'est que c'est un mec de cité, pauvre, qui a des problèmes dans sa vie, etc., etc., quoi. C'est pour ça que j'insiste sur le côté positif de Walter. Il me semble que c'est une première dans le cinéma français. Je peux me tromper, dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez vu autre chose. Pour finir, alors j'aurais bien voulu rester sur les noms parce que j'avais un autre truc avec un nom juste après, mais c'est une comédie dramatique, donc ça rentre plus vraiment dans le domaine. Pour finir sur les comédies, je voudrais vous parler vite fait d'un film qui s'appelle Quand on crie au loup. Parce que c'est un film dont j'avais lu le script lorsque j'étais en stage chez Nicolas Barry, parce que Nicolas Barry a écrit ce film. Donc Nicolas Barry, c'est un réalisateur qui a réalisé Les Enfants de Timpleback, Au Bonheur des Ogres, qui a réalisé l'adaptation du Petit Spirou l'année dernière. Et en fait, il avait ce projet de scénario, mais ça fait des années qu'il essayait de le faire, et il n'a pas réussi. Donc le scénario est parti à quelqu'un d'autre, c'est pas sa boîte de production, c'est pas lui, il est cité quelque part dans la production au début avec son collègue, Nathanaël, mais ils ont pas produit, je crois pas qu'ils soient liés directement à cette version du film. Et donc, c'est un peu la première fois de ma vie où j'ai vu le résultat d'un script adapté. Et du coup, je peux dire à 100% quelle est l'erreur de Marie-Lou Berry, dont c'est la première réalisation, je crois, c'est la fille de Josiane Balasco, et je crois que c'est le premier film qu'elle réalise. C'est un film par rapport à l'enfance. Mais c'est un film que Nicolas Berry a écrit par rapport à une enfance particulière, une enfance qui était débrouillarde, une enfance qui était créative, une enfance qui aimait bien créer des petits objets, des trucs genre là. Le héros du film, en principe, était censé être beaucoup plus jeune. Il a 13 ans dans le film, je crois qu'il était beaucoup plus jeune que ça dans le script que j'avais lu, il devait avoir 8 ou 9 ans. Et c'est le genre de héros qui, vous savez, qui crée tout un tas de mécanismes dans sa chambre, vous savez, qui aurait créé vous tirez sur la porte, ça fait partir le petit train ou je sais pas trop quoi, et puis le train déclenche tel truc. Donc tu comprends que c'était une certaine nostalgie d'un certain type de film pour enfants, notamment les films Home Alone. Maman, j'ai raté l'avion, avec Macaulay Culkin qui est enfermé dans la maison et qui doit se débrouiller alors qu'il y a des cambrioleurs qui débarquent. L'histoire de Quand on crie au loup, c'est que donc ce petit gamin arrête pas de croire voir des choses se passer dans son immeuble, et il appelle les flics, etc., sauf qu'à chaque fois il se passe rien, et un jour il y a des vrais cambrioleurs qui débarquent, et il doit s'en sortir. Et à la base, toute sa chambre avec tous ces mécanismes, etc., ça devait être la base de tous les jouets qu'il utilisait. Le film a été adapté beaucoup trop tard, ce qui fait que du coup aujourd'hui, dans le script d'origine en fait, il avait scotché une caméra à un petit hélicoptère télécommandable, et il utilisait l'hélicoptère télécommandable pour filmer du coup avec sa caméra quelque chose. Bah aujourd'hui il a plus besoin de ça, il a juste besoin d'un drone quoi, il a plus besoin d'avoir à inventer son truc, il a juste besoin d'acheter un drone et de l'utiliser.
On aurait pu faire le film à une autre époque, cela dit. Mais non, il fait ce truc-là. Donc du coup, t'as perdu toute cette saveur, en fait, du film à la Home Alone, pour avoir un truc qui est plus moderne et donc avec un peu moins de saveur, et qui est orienté sur la nostalgie de Mary-Lou Berry elle-même, plus que du personnage. Parce qu'excusez-moi, mais quel est le rapport entre un film qui s'appelle Quand on crie au loup sur un personnage de 13 ans qui crie au loup constamment, et le fait de mettre dans le générique de fin c'est quoi le rapport? Et il y a un truc qui me semblait beaucoup moins présent dans le script d'époque et qui me semble vachement présent dans ce script-là, c'est, je pense, le genre de film pour enfants que Mary-Lou Berry kiffait elle quand elle était jeune, qui étaient les films pour enfants très crades qu'on avait dans les années 80 ou 90, on adorait avoir les mecs qui avaient des trucs dégueulasses sur la gueule et qui se ramassaient des trucs vraiment visqueux, etc. Et les 3/4 du film, c'est ça en fait, c'est plus la nana qui se ramasse des trucs gluants et puis ensuite des plumes et des je sais pas trop quoi. J'arrive pas à me souvenir de ça dans le scénario d'origine. C'est possible que ça ait été dedans, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Et donc en fait, le film, au final, est un peu le cul entre deux chaises, parce que t'arrives pas à comprendre si c'est un film pour enfants moderne, si c'est un film pour enfants passé qui rend hommage à des trucs, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui évoquent le passé. Et en même temps, tu sens que c'est pas les mêmes passés, parce que le passé ne correspond pas, le passé du gamin qui invente tout, et le passé du gac, et tous les trucs gluants qu'on avait à mon époque quand on était jeune, et à l'époque de Mary-Lou Berry. Elles sont pas compatibles non plus, complètement. Il y a un côté cartoon qui est rigolo, qui est bien réussi, mais qui n'a lieu que sur 2 personnages par exemple. Les personnages du cambrioleur passent bien, le personnage de Bérengère Krief, je trouve le personnage le plus drôle du truc, mais le côté cartoon n'est que sur la méchante, Mary-Lou Berry, qui est en fait, vous savez, c'est le truc du Laurel et Hardy, c'est le petit gros et le grand maigre. Et donc en fait, Mary-Lou Berry c'est la petite grosse, donc elle sort de la voiture, tu vois les chaussures à talons hauts, avec les jambes qui sortent et qui immédiatement font un gros ovale, et tu sens que les chaussures sont travaillées pour que ça, tu sentes l'ovale de la jambe et que ça fait, t'as vraiment l'impression que c'est 2 boudins qui viennent de se poser par terre. Ça peut paraître dégueulasse par rapport au fait qu'elles sont grosses, mais elle en joue en fait dans le film, c'est vraiment, elle en joue quoi, elle travaille le personnage de la petite bouboule, et juste à côté d'elle, il y a un mec qui fait 2m35, je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ce mec, et donc t'as vraiment ce jeu cartoon, mais juste sur ces 2 personnages-là. Tout le reste, j'ai du mal à sentir le côté cartoon, j'ai du mal à sentir l'hommage à Home Alone. Je trouve que ça se mélange pas bien et que c'est pas cohérent et que ça fonctionne pas. Donc voilà, j'avais besoin de parler de Quand on crie au loup, parce que je connais ce film, je connais son histoire, et je voulais parler de son résultat final, et je suis désolé pour Nicolas Barré qui n'ait pas réussi à l'adapter. Maintenant, passons à la comédie dramatique, que j'avais classée comédie de base, mais en fait c'est justement le problème du film à mon sens, c'est que c'est une comédie dramatique avant tout. Le film s'appelle Roxane. L'histoire de Roxane, c'est que un fermier, joué par Guillaume de Tonquédec, qui est un acteur que j'aime beaucoup, joue du Cyrano de Bergerac, c'est rigolo parce que j'ai vu ça juste après Edmond dans mes rattrapages, à ses poules, ce qui leur permet de beaucoup produire et donc d'être un des agriculteurs qui s'en sort le mieux dans la région. Et quand tu vois les bandes annonces et quand tu vois les résumés du film, on te dit, bah en fait ils ont un problème, il y a une ferme bio industrielle qui va se créer, et donc du coup en fait tous les agriculteurs bio du coin n'ont plus d'acheteurs pour leurs œufs et pour produire, donc ils vont tous se casser la gueule. Donc ils cherchent des solutions, et le personnage de Guillaume de Tonquédec trouve comme idée de créer une chaîne YouTube et de faire ses récitations de Cyrano de Bergerac sur YouTube, devant ses poules, et de créer du coup du buzz avec ça, et d'essayer de sauver sa ferme grâce à ça. Tout ça n'est qu'un prétexte pour vous amener en salle. Parce que cette histoire n'a aucun intérêt dans la grande histoire de Roxane. Le coup du mec qui récite du Cyrano de Bergerac devant ses poules et qui fait des vidéos sur internet, c'est le cadet des soucis de l'histoire. Et c'est un peu le souci que j'ai avec le film, c'est qu'en fait, il piège les gens. On te fait croire que tu vas voir un film sur un mec qui sauve sa ferme grâce à des vidéos sur YouTube. Mais en fait, tout le film est centré sur le drama du fermier qui est en train de perdre sa ferme. Et des pauvres fermiers qui se tapent des prix du lait, des œufs et tout le bordel, quoi. Et qui n'arrivent pas à s'en sortir à cause de ça. Vraiment, quoi. Il y a un truc comme quoi il se rapproche d'une nana anglaise qui a déjà joué du Cyrano de Bergerac pour lui apprendre à mieux jouer. Mais sérieusement, les séquences de vidéos YouTube font chacune, parce qu'il y en a 2 ou 3 dans le film, 2 minutes max.
c'est des petits montages vite faits de lui qui fait ses déclarations, qui semblent jamais véritablement s'améliorer, que le film montre jamais, ne filme jamais vraiment, elles ont jamais vraiment un sens par rapport à l'histoire par exemple qui est racontée, si un petit peu, je crois que certains passages commencent à se raccorder à l'histoire qui est racontée, mais ça n'a vraiment aucun intérêt en soi, c'est pas très drôle, et c'est même pas la clé de l'intrigue. Et la solution qu'ils ont trouvée à la fin pour l'intrigue et tout le bordel, j'ai trouvé ça complètement absurde, et pour moi ça marcherait pas dans la vraie vie en plus, déjà à la base. Mais alors, quel est le rapport avec Roxane la poule? Il y en a une poule spécifique qui s'appelle Roxane, et quel est le rapport avec Roxane pour donner le titre? Et quel est le rapport avec Cyrano de Bergerac qui est juste en fond de temps en temps pour qu'il fasse des trucs? Vraiment, je ne sais pas. Donc le film m'a saoulé en fait, ça m'a énervé parce que le film est pas trop mal en soi, c'est un film sympathique sur les problèmes des fermiers, mais je pensais pas voir un film sur les fermiers, je pensais voir une comédie sympathique avec un mec qui déclare du Cyrano de Bergerac, et voir des trucs rigolos qui pourraient se passer par rapport à ça, et par rapport à YouTube, et par rapport à sa nouvelle popularité. Et non. Donc au bout d'un moment c'est un peu chiant quoi, ça s'appelle de la publicité mensongère. Donc voilà pour ce qui est de la comédie dramatique de cette liste, et je vais passer au seul drame, avant de passer à la seule enquête aussi qu'il y a. Le seul drame que j'ai rajouté là-dedans c'est Sauver et Périr, qui était sorti pareil au début de l'année avec Pierre Ninet qui joue le rôle d'un pompier qui se fait violemment brûler lors d'un incendie dans lequel il essaye de sauver quelqu'un et qui doit donc refaire sa vie après ça. Le film était évidemment très touchant, très intéressant, très bien fait, très dur. Ça montre justement à quel point ces gens sont incroyablement nobles et courageux, quoi. La vie d'un pompier, enfin c'est vraiment le... S'il y a bien un métier que j'ai du mal à comprendre comme ça, c'est le métier de pompier, quoi. Mon boulot, c'est d'affronter la mort tous les jours. Ah, cool. C'est bien, ça va, le stress, le cœur, tout le bordel, ça va être nickel après tout ça. Donc, vraiment, le film était très intéressant, très bien fait, et ça met un coup de projecteur très intéressant sur cette profession. Donc voilà, et très mérité, justement. Ensuite, j'ai un petit film d'enquête, ou de mystère en tout cas, qui est assez intéressant. Je crois pas que j'avais grand chose à mettre dans la même catégorie, ou alors c'est parti dans les tops ou dans les flops. Je crois que j'aurais pu le rapprocher de 3 jours et une vie. Le film, c'est Le Mystère Henri Pic. L'histoire, c'est que une jeune nana qui bosse dans une boîte d'édition va en vacances près de chez son père, je crois en Bretagne, il me semble. Alors c'est très drôle. C'est un film dans lequel j'ai eu constamment des allusions à ma propre vie. Toute l'histoire se passe en Bretagne, juste à côté de Saint-Brieuc, qui est la ville dans laquelle j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Et il y a un des personnages dans le film qui a un fils, et le fils s'appelle Timothée, qui pour ceux qui ne le savent pas est mon prénom. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a tout un tas de petits points communs par rapport à ma vie, c'est assez rigolo. Réunir à côté Saint-Brieuc et Timothée, ça arrive pas tout le temps, quoi. Bref, elle va trouver une bibliothèque qui s'appelle la Bibliothèque des Refusés, qui est une bibliothèque dans laquelle les gens déposent des manuscrits qui ont été refusés par les maisons d'édition. Et dans cette bibliothèque, elle trouve un manuscrit absolument sublime, qu'elle décide de publier parce qu'elle trouve que l'histoire est géniale. Ça parle de quoi? Ça parle de la fin de vie de je sais plus quel poète russe, ou un truc dans le genre. Et donc le bouquin est un énorme succès. Sauf que un critique littéraire qui tient une émission à la télévision, joué par Fabrice Lucchini, lit le roman, et refuse d'accepter l'idée qu'un roman aussi extraordinaire et puissant ait pu être écrit par un simple pizzaïolo du fin fond de la Bretagne qui n'a jamais écrit aucune autre œuvre de sa vie. Et donc, il va se mettre, en même temps que la fille d'Henri Pic, jouée par Camille Cotin, sur l'enquête pour essayer de comprendre si Henri Pic a vraiment écrit ce roman, ou si c'est une immense machination, et si oui, pourquoi, comment, de qui ça vient, qui a écrit le bouquin, etc. etc. L'enquête est plutôt intéressante, plutôt bien menée, et le film est assez drôle. Le duo qui forme Lucchini et Cotin, ils sont absolument géniaux. Ils ont un répondant, elle l'envoie chier très régulièrement, enfin ils ont un excellent rapport entre les deux personnages, qui est très bien travaillé, et je dirais même que c'est le genre de truc où je verrais bien toute une série comme ça, plus que à couteau tiré par exemple. Je verrais bien tout un tas de mystères littéraires révélés par l'enquêteur Fabrice Lucchini et Camille Cotin. Je me dis que ça pourrait être plutôt pas mal. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le film. Tu sens que c'est un film de romancier, parce que tu vois qu'il y a tout un tas de choses qui ont bien été prévues, il y a tout un tas de développement de personnages, tout un tas de petites mimiques, de petites caractéristiques qui sont particulières et qui sentent l'auteur de roman. Donc voilà, je vous le conseille absolument, c'est très réussi dans ce petit mystère, cette petite enquête française. Nous allons passer maintenant au film français, ce que je ne peux appeler que film français, parce que je vois pas où je peux casser des histoires de ce genre ailleurs en fait. D'abord avec un film qui s'appelle Synonyme. Alors, Synonyme,
C'est l'histoire d'un mec qui débarque et voilà. Le truc c'est que donc c'est un mec qui débarque d'Israël. Quand il débarque, il arrive dans un immense appartement. Tu sais pas trop à qui il appartient, tu sais pas trop. Enfin, je crois qu'il est avec quelqu'un de sa famille, un truc dans ce genre-là. Il débarque avec un sac. Il fait super froid dans l'appartement, mais pour je ne sais quelle raison, il ouvre toutes les fenêtres. Et il se met à poil. Probablement juste pour te montrer qu'il a une bite absolument énorme. Je crois que je n'ai jamais vu un mec avec une bite aussi grosse que ce mec. Il finit par aller prendre un bain, et en fait, quand il revient, ses fringues ont disparu. Et en fait, le film est, là aussi, très français, un vaudeville. Parce que j'ai du mal à voir la logique finalement dans les réactions entre les personnages, les interactions entre les personnages, si ce n'est dans le cadre d'un vaudeville. Au-dessus, il va rencontrer un petit couple qui est joué par Louise Chevillotte et Quentin Dolmer. J'adore cet acteur, il est tellement mignon, mais alors à chaque fois il y a des films qui sont pas cool pour le mettre en valeur et dans lesquels il peut pas faire grand chose de ouf. Enfin, bon, je sais pas, j'ai du mal avec les films dans lesquels il est. Mais du coup, ce petit couple-là va le prendre sous son aile, plus ou moins, et essayer de l'aider. Et ça va partir en adultère. Depuis le début, t'as l'impression que ça va partir en adultère gay, mais en fait non. Mais il y a quand même un gros truc par rapport au rapport du mec principal, du personnage, avec les mecs qui l'entourent. Et alors j'ai commencé à faire des espèces de recherches pour essayer je comprenais pas de quoi parlait le film, je comprenais pas quel était le sujet. Et apparemment, c'est par rapport au fait qu'il soit israélien, et déconstruire toute une idée de virilité et de construction de l'homme et de comment il s'est construit lui-même. Apparemment, le fait qu'il soit à poil au début et le fait qu'il montre son énorme bite, etc., c'est pour remettre en question cette question de la virilité. Il y a tout un truc comme quoi il refuse en fait de parler hébreu pendant tout le film. Il veut parler que français parce qu'il rejette son origine israélienne et j'ai pas du tout compris où le truc voulait essayer d'en venir. Je comprends pas, je comprends rien à ce que ce film essaye de dire, de faire. Donc voilà. Tout ce qu'il me reste de la Révolution. L'histoire d'une jeune femme dont les parents étaient des gros 68ards et des gros révolutionnaires, et elle est à peu près la seule qui continue la lutte sociale et le mouvement. Donc, ben c'est comment est-ce que cette nana-là survit dans une époque où, comme ils disent dans le résumé, l'impression d'être née trop tard, que toutes les vraies luttes ont déjà eu lieu et qu'il n'y a plus moyen de motiver qui que ce soit, etc., etc. J'ai pas trouvé le film absolument sensationnel, c'est pas le genre d'histoire qui me parle à fond, c'est un peu pour ça que je l'ai regardé, c'est pour essayer de me challenger un peu dans un domaine qui me concernerait pas trop. Le truc c'est que le film ne parle quasi pas du tout de la question de la révolution ou des questions politiques. Quelques sketchs, quelques blagues à un moment, quelques trucs par rapport au fait que effectivement c'est la seule à militer dans son groupe. Mais ça va vraiment pas être le truc de base. Le truc de base c'est la transmission familiale. Parce que c'est un film français. Donc c'est le conflit entre la mère qui, elle, a totalement plié, et c'est le père qui a abandonné le combat, et du coup il reste avec la mère parce que la mère continue à lutter, mais en fait même la mère a abandonné, en fait c'est ça quoi, c'est des histoires de famille, plus que des histoires de révolution. Si vous avez envie de les regarder, c'est votre choix, mais personnellement je trouve pas ça ouf. On a la même chose avec le film suivant, qui pourtant avait un titre qui me paraissait plus intéressant, La dernière folie de Claire Darling. Claire Darling est un personnage joué par Catherine Deneuve, qui est assez excentrique, qui commence à avoir un petit Alzheimer, et qui décide un matin, sous un coup de tête, de vider sa maison de tous leurs souvenirs, tous les meubles, etc., etc., ce qui évidemment déclenche l'inquiétude de sa fille, qui se demande ce qui se passe avec sa mère, qui décide d'un seul coup de tout vendre, etc., 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 et de tout un tas de proches d'elle, tout un tas de voisins, etc., et donc la vente des différents meubles et les différentes personnes qui lui parlent, et les différentes pertes de prise avec la réalité du personnage de Claire Darling, qui va revivre certains flashbacks qui retournent dans le passé, vont nous permettre de comprendre la vie de la famille de Claire Darling, ce qui s'est passé, etc., et est-ce que tout ce qu'elle vend symbolise. Au final, pas grand-chose. Il y a tout un délire sur des marionnettes. Je sais pas quel délire par rapport à ça, ce que ça symbolise. Je suppose que ça doit symboliser l'enfance, mais alors c'est le truc le plus ignoble et le plus moche et le truc auquel personne penserait pour symboliser l'enfance, pas des petits automates ou des petits machins dans ce genre-là. Pourtant, plein de choses intéressantes, des personnages intéressants, le personnage de Claire Darling lui-même en particulier, sa fille qui est jouée par sa propre fille, Chiara Mastroianni, ça aurait pu faire un truc intéressant aussi, mais au final non, du coup il n'y a pas grand-chose de fascinant, pas grand-chose de très intéressant, ça finit un peu en cul-de-sac, tu comprends pas vraiment quelle est la leçon qu'il y avait à apprendre sur la famille, qu'est-ce qu'on est censé avoir vu de tout ça. Vraiment le film se termine, tu fais « et ?» Pourquoi est-ce qu'on est censé s'intéresser à ça? Pour moi, c'est la quintessence du film français où t'as un réalisateur qui est persuadé qu'un truc qui est arrivé dans sa vie est absolument fascinant. Une réalisatrice, je crois, c'est une nana qui l'a réalisé. J'ai lu quelque chose.
Julie Bertuccelli. Quelqu'un qui est persuadé que son histoire de famille est fascinante et que ça ferait un film formidable à regarder, et si tu regardes le film, tu fais mais y a rien à raconter en fait dans ton histoire. Tu nous racontes ce qui s'est passé, tu nous racontes ton passé peut-être, mais c'est quoi le A plus B, le machin, pourquoi est-ce que tu veux nous raconter ce truc-là? Je sais pas. Donc, pas très intéressant. Autre film français que je m'attendais pas à retrouver là-dedans pour le coup, c'est Made in China. Quand vous voyez ce film, vous avez l'impression quand même que c'est ce qu'on a fait au bon Dieu Cinematic Universe, quoi. Enfin, c'est quand même le même acteur, c'est Frédéric Shaw, qui est avec son collègue de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est Mehdi Sadoun. Et ils sont liés par, je sais pas s'ils sont amis, s'ils ont une belle famille, s'ils ont un machin dans ce genre-là. Et on se concentre donc là sur le côté chinois de la famille du personnage principal. Et je m'étais dit du coup que c'était un film sur le personnage qui jouait dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en fait. Et pas du tout. Les deux films n'ont rien à voir. Tu regardes même l'affiche est organisée exactement de la même façon. T'as l'impression que c'est même les mêmes producteurs, qu'il y a le même esprit derrière le truc. Pas du tout. Ça n'a vraiment rien à voir. Et alors pour le coup, Made in China, c'est pas du tout une comédie sur les clichés, etc. C'est... en fait, c'est un film français sur des Chinois. C'est exactement les dilemmes de films français, c'est est-ce que je veux rester dans la tradition de la famille, ou est-ce que je veux lui dire merde, ou est-ce que je veux lui dire à moitié merde, mais par rapport aux traditions chinoises, plutôt que par rapport aux traditions françaises. Enfin, ça me paraît très space comme truc. Le film a été très mal vendu parce que toutes les bandes annonces vendaient des sketchs, et des sketchs à la con, genre Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi, avec des histoires d'accent chinois et trucs dans ce genre-là. T'as un problème avec la nourriture de ma maman? Je me demandais juste ce que c'était quoi. C'est du chien. Bon, j'ai pas de chien, c'est des légendes, c'est des conneries. Mais au final, enfin, c'est pas du tout ce que raconte le film. Le film est un drame. Enfin, oui, moi je l'ai même pas mis dans les drames, mais c'est un film de famille, quoi. C'est un film sur une famille, sauf que la famille est chinoise au lieu d'être française. Et c'est ça le truc, quoi. C'est le père qui t'accepte pas, et donc qu'est-ce que tu vas faire pour qu'enfin le père t'accepte, et qu'est-ce que tu vas faire avec ta famille, est-ce que toi tu veux être machin, et ça. C'est space, et alors surtout, c'est un chiant. Parce que genre, toutes les scènes sont avec un grand silence et prennent vachement leur temps, il n'y a pas de musique, il y a quasi jamais de musique dans le film, c'est presque que des scènes de dialogue, sans quasi de musique entre les trucs. Bon Dieu, mais qu'est-ce que je me suis fait chier. J'ai quasi rien suivi à l'intrigue, hein, parce que c'était absolument inintéressant. Enfin si, j'ai suivi l'intrigue, hein, c'est que lui essaye de... Lui, il va avoir un enfant, donc du coup, on lui demande de se rapprocher de son père, parce que apparemment, quand tu vas fonder une famille, il faut absolument que tu rappelles ton père et que tu raboches ta famille, etc., etc. Donc il faut qu'il se rapproche du père. Le père ne veut pas de lui parce que il sait à peine parler chinois, il est vraiment jamais dans la tradition, etc. Donc c'est des traditions de films français, quoi. C'est des problèmes de films français avec des Chinois. Très drôle de projet et très bizarrement vendu, quoi. Enfin, je comprends pas l'idée. Le dernier film que je vais mettre dans cette catégorie, pareil, faute de mieux, c'est Mon Inconnu. Alors Mon Inconnu, j'ai pas trop voulu aller le voir parce que j'ai du mal avec ce genre de film dans lequel un personnage arrive dans une dimension parallèle dans laquelle les choses n'existent plus. Il y a Yesterday, vous avez vu, Yesterday pareil, était ni dans mes tops ni dans mes flops, mais c'est pas un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai souvent du mal avec ce truc là parce que les leçons sont souvent assez basiques et assez évidentes, c'est-à-dire que t'as vu le début du film, tu vois ce que ça va être. Ce film là est plus ou moins bien tourné, le truc c'est qu'il y a François Civil, donc évidemment, moi je suis devant l'écran pendant tout le truc. L'histoire, c'est qu'il arrive dans une dimension parallèle dans laquelle, en fait, il a... Donc, lui est un roman à succès à la base. Sa femme jouait très bien du piano, mais finalement, en fait, c'est devenu sa femme, derrière, dans un coin. Il se réveille un matin dans un monde dans lequel, en fait, il est jamais devenu auteur à succès, donc il est prof. Et par contre, sa femme, elle, est devenue pianiste à succès et a une vie absolument ouf. Donc il se rend compte que il l'a retenue dans un coin, etc. Il se rend compte de ses erreurs et donc il va essayer de la reconquérir. En même temps, la nana est pas exactement celle qu'elle était avant, donc il doit, c'est pas exactement facile, etc. Le truc qui m'a déçu dans ce film, c'est que justement à la fin, t'as l'impression qu'il a pas appris la leçon. Parce que toute la leçon du truc, c'est qu'il doit prêter un peu attention à sa femme et s'en occuper un petit peu, quoi. Et sauf que la solution, en fait, à la fin, c'est que il prend conscience d'un truc. Il prend conscience justement à quel point est-ce que sa vie tourne autour de lui et pas autour de sa femme. Et prenant conscience de ça, il quitte la salle. Je vous dis pas pour faire quoi, mais le mec comprend qu'il est trop nombriliste, qu'il pense trop à lui, et son réflexe, c'est de quitter la salle. Donc, encore une fois, de pas être là.
J'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris ce niveau-là du truc. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal avec ce genre de concept de film, et j'ai mis ça dans la catégorie film français parce qu'on a eu plus ou moins exactement le même film sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans, un truc avec Laurent Lafitte, justement. Je dis justement parce que j'en ai parlé dans d'autres films. Chaos, ça s'appelait Chaos. C'était sorti en 2017. Et c'était aussi grosso modo la même histoire, quoi. Et c'est grosso modo le même truc. Bon, bref. Du coup voilà, j'ai du mal avec ce genre de film, c'est pour ça que j'ai pas été le voir en salle à la base. Ça reste plutôt un bon film. C'est un des films que je recommanderais dans l'année, et parmi les films français, c'est un truc que je recommande le plus. Donc, vous pouvez tout à fait aller voir Mon Inconnu, mais c'est vrai que c'est pas du tout le genre de film qui m'a attiré le plus à la base. Quittons les romances hétérosexuelles pour passer au film gay. Je vais commencer en restant un petit peu dans le français quand même. Road, dont j'arrive pas trop à savoir d'où il vient, apparemment c'est un film franco-allemand, je pensais pas, je pensais que c'était plus américain, qui met en scène 2 adolescents, dont l'un joué par Stéphane Bach, qui est un jeune acteur français, mais qui commence un peu à faire des rôles, et je commence à le voir maintenant dans des films étrangers, du coup, là il joue en anglais pendant quasiment tout le film. Putain, qu'est-ce qu'il s'en sort bien en anglais! Je sais pas s'il s'en sortait bien en tant qu'acteur, à la base il fait du stand-up, tous les mecs qui font du stand-up sont pas d'excellents acteurs, donc déjà fallait savoir s'il était acteur, mais en plus il est bon acteur en anglais, autant qu'en français en plus dans le même film. Donc c'est assez cool. En fait, il rencontre Stéphane Bach, un petit jeune qui a piqué le camping-car de sa famille pour partir en vacances là où il avait envie d'aller, il veut aller voir je sais plus qui exactement. Et ils sont où? Ils sont au Maroc, ils se rencontrent tous les deux et ils décident de partir pour essayer de remonter en Espagne et en France, je crois, ou en Italie et en France, je sais plus l'un des deux, et de traverser la frontière, etc. Ils partent sur un road trip tous les deux alors qu'ils se sont rencontrés comme ça par hasard. Le côté gay est pas vraiment au centre du film, je l'ai mis dans la catégorie gay parce que c'est un des thèmes du film, mais franchement c'est pas vraiment la base c'est vraiment le road trip, c'est leur relation entre eux qui est plus une amitié qu'une relation amoureuse, même avec la fin du film, c'est plus une amitié qu'une relation amoureuse. Et leur relation avec les différents personnages qu'ils rencontrent et qui sont propices soit à des péripéties, soit à des trucs assez drôles. Il y a des scènes qui sont très très marrantes. Il y a un mec à un moment qui abandonne tout un cube de shit absolument énorme dans leur truc, et du coup ils ont un truc de shit énorme gratos, et ils se font un aqua dans leur caravane, donc tu les vois qui sont sous des volutes de fumée monstrueuses, t'as du mal à les voir vraiment dans le truc, et ils sont complètement pétés en train de en train de complètement... La scène est très drôle, ils récupèrent tout un tas de jeunes sur une plage, après ils font une fête, etc. Enfin bon bref. Le film était vachement sympa, en tant que road trip c'est très très bien, bon film initiatique, et puis les deux personnages se trouvent et se découvrent à la fin. Et je salue la performance de Stéphane Bach. Pour ceux qui vont voir le film, et qui risquent d'arriver en me faisant le commentaire du « Mais dis donc, c'est comme dans Call Me By Your Name, ils couchent pas ensemble au final, alors qu'il y a quand même tout un tas de trucs qui évoquent l'érotisation, etc. » Oui mais non, enfin justement, ce mec-là, il faut pas de torse-poil pendant tout le film, par exemple, contrairement à Call Me By Your Name, et c'est pas une nécessité du film gay qui est des scènes de cul, c'est une nécessité du film sur la découverte de la sexualité de mettre une scène de cul. Si tu fais un film sur la découverte de la sexualité, tu mets une scène de cul. Là, c'est pas des gens qui découvrent leur sexualité, c'est des gens qui se rencontrent, qui se découvrent l'un l'autre. La sexualité, c'est vraiment pas le centre du débat, comme je vous l'ai dit. Changeons de pays maintenant et de culture avec un film slovéno-autrichien qui s'appelle Conséquences. L'histoire, c'est que Chris de la chaîne Comics Raise a quelques... Non, enfin, vraiment pas juste que j'ai bien, en plus il a vraiment des problèmes, le personnage. Le personnage du film, qui a 17 ans, qui s'appelle Andrzej, tabasse une fille en soirée parce que... ou la frappe en tout cas, il la tabasse pas, elle est pas complètement ensemble, mais il lui a clairement mis un nion dans la gueule, parce que il a pas réussi à la lever en allant au lit avec elle, principalement parce qu'il est pas du tout hétérosexuel, il est gay mais il ose pas le dire, et surtout très coléreux, et donc du coup on le place dans un centre de redressement pour les jeunes délinquants, dans lequel il va faire la connaissance de plusieurs mecs qui, évidemment, essayant de dérouler des mécaniques à fond la caisse, essayent d'être le plus viril possible, et donc peuvent déclencher certaines attirances chez lui. Donc ça va être un petit peu tendu, même si, et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, le personnage a pas du tout de problème pour se défendre. C'est un truc que j'aime bien parce que très souvent dans les films gays, les personnages gays sont faibles. Et subissent toujours les violences des autres. Et là pour le coup c'est un mec, si quelqu'un vient le faire chier en lui faisant une remarque, et justement le fait qu'il le fasse pas pendant une bonne partie du film montre le self-control et donne un truc intéressant, mais si on le fait chier, le mec fout un coup de poing, les mecs sont par terre. Le mec sait se défendre quoi. Donc c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant et du coup ça fait un style de film qui est assez particulier. Maintenant c'est pas très joyeux non plus, mais j'ai trouvé ça vachement sympa et je le conseille beaucoup, c'était vachement intéressant à regarder, c'est une autre façon d'aborder ce sujet. Un autre film qui est... alors c'est quoi, je crois qu'il est argentin ce film. Yes. J'ai bien trouvé. Donc Mon meilleur ami, c'est l'histoire d'un jeune garçon dont les parents accueillent le fils d'un de leurs amis, je crois.
qui est problématique. Pour le coup, c'est le truc de conséquence, s'il avait été classique. C'est le mec un peu chétif et un peu faible, qui voit arriver chez lui le rebelle un peu viril, etc. Lui étant chétif et donc gay, est un petit peu attiré par ce mec-là, et donc voilà, on voit les deux mecs se parler, se rapprocher, etc. C'était pas le film de l'année non plus, mais c'était sympathique et c'était plutôt intéressant. Et c'est pas trop classique non plus au niveau de la fin, par exemple. C'est pas non plus le truc le plus happy end qu'on puisse avoir, donc il y a quand même un propos qui est intéressant et qui est plutôt pas mal, mais c'est pas un film qui m'a particulièrement marqué. On va quitter la catégorie gay avec Hard Paint, qui est l'histoire, je crois que c'est aussi un film argentin d'ailleurs, je vérifie. Non, brésilien pour le coup. Hard Paint est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Pedro et qui est webcammer sur un site d'exhibition. Son truc, son gimmick, ce qui le démarque par rapport aux autres personnages, par rapport aux autres personnes qui font des lives, c'est qu'il utilise de la peinture fluorescente dans ses lives, qu'il s'étale partout sur le corps, etc. Et il va avoir, ses problèmes vont commencer quand il va y avoir un deuxième mec qui va arriver sur le truc et qui va commencer à piquer son style à lui. Mais grosso modo, plus que se concentrer sur les côtés webcam, on se concentre sur la vie de ce mec qui est assez paumé, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui est un petit peu violent aussi, etc., etc. Pour le coup, celui-là m'a beaucoup moins plu que les autres, donc c'est probablement celui que je conseille le moins dans la catégorie gay. Pour le coup, c'est beaucoup plus proche des errances antonioniennes que j'ai évoquées avec Rainy Day in New York. C'est le mec erre un petit peu, essaie de se former, puis à la fin il est pas vraiment formé, il a pas vraiment changé, il a pas vraiment quoi que ce soit. Voilà, j'ai eu un peu de mal avec celui-ci. La catégorie suivante, c'est les psychopathes. Parce que j'aime beaucoup me regarder des films avec des gens qui sont pas bien de leur tête. Versus, c'est un film français. L'histoire, c'est qu'il y a un jeune gamin qui a été tabassé dans un bus. Il est envoyé chez sa grand-mère qui habite au bord de la mer. Il me semble que c'est chez sa grand-mère, enfin en tout cas il est envoyé au bord de la mer pour s'en remettre un petit peu, pour oublier son agression et pour guérir, même s'il a déjà guéri, il a plus de cocard, il a plus de machin de genre là. Et travaillé par son sentiment d'impuissance, puisqu'il s'est fait casser la gueule du coup par tout le monde, il va être fasciné par une petite frappe, vraiment une petite frappe, qu'on suit pendant une bonne partie du film, d'ailleurs beaucoup plus que lui. Un truc que je trouve très bizarre de ce film, qui va le fasciner parce que lui pour le coup c'est le mec qui se promène avec un flingue, qui fait le con en moto, qui se tape un peu tout et n'importe quoi, etc., etc., et qui est très violent et très agressif. Et il y a une espèce de tension pendant tout le truc, et tu te demandes en fait où est-ce que ça va mener, et qu'est-ce que ça va montrer, qu'est-ce qui va péter en fait. Tu te demandes est-ce que enfin on va arriver au moment où les deux vont se confronter, ou est-ce qu'on va arriver à un retournement de situation, etc. T'as l'impression que le mec essaye de dénoncer des clichés, des façons de voir les gens, et du coup d'en faire des victimes ou des héros, mais ayant très mal travaillé le personnage principal, t'arrives pas à sentir que c'est ça qu'il veut dénoncer en fait. Et sortant ensuite complètement du film, je trouve pas que cette leçon soit particulièrement intelligente ou intéressante en fait. Je dois vous dire que j'ai eu du mal quand même avec ce film parce que je suis complètement tombé amoureux de l'acteur principal. Et il fait tout ce qu'il peut justement pour le salir en fait, pendant tout le film. Et il est tellement beau, tellement angélique, tellement parfait, qu'à chaque fois que je vais essayer de salir, je fais « mais non, arrête de le salir, c'est pas bien, etc. » Et du coup, quand t'arrives à la conclusion finale, tu fais « attends, quoi, sérieux, c'était ça ton message ?» C'est complètement con, où est-ce que ce message a été vrai une fois dans ta vie? Enfin, alors, c'est pas tout à fait faux. Plus les mecs sont mignons et plus ils savent qu'ils peuvent se permettre des trucs. Mais dans l'extrême que montre le film, je trouve que non, c'est pas du tout le bon truc à montrer, et je trouve que c'est juste pour essayer de prendre le contre-pied de ce qui est dit généralement par les gens. Et je trouve que ce qui est dit généralement par les gens est beaucoup plus vrai, même si c'est pas vrai à 100%, ça serait vrai à beaucoup plus de pourcents que ce qui est montré là, quoi. Si le truc qui est dit généralement est vrai à 60% seulement, ce qui est dit dans le film là, c'est peut-être vrai à 10%. Donc je comprends pas l'intérêt de faire des contradictions juste pour être en contradiction, aussi étonnant que ça puisse paraître pour certains d'entre vous. Ensuite, tous les autres psychopathes que j'ai sont des femmes. Donc voilà, on va commencer avec un truc plus light, Celle que vous croyez. L'histoire, c'est qu'une femme jouée par Juliette Binoche, qui est assez couillard, devient absolument fascinée par le meilleur ami d'un de ses anciens plans cul, un de ses anciens petits genoux qui se tapait dans un coin. Et en fait, tout le film est sur les dangers provoqués par les vies virtuelles et par les personnalités virtuelles et par les gens qui peuvent s'inventer des personnalités qui n'existent pas du tout. Puisque, pour se rapprocher du personnage dont elle est amoureuse, qui est joué par François Civil,
Bonne pioche, parce qu'évidemment, je vous ai dit, j'aime beaucoup François Civil, extrêmement mignon, donc je comprends tout à fait que la nana soit fascinée par lui au point d'être complètement obsessionnelle. Et donc on va la voir se créer un profil Facebook avec une jeune femme, enfin les photos d'une femme prises sur la tête, etc. Et commencer du coup à créer une relation extrêmement malsaine. Au début j'avais l'impression que le film allait être très évident, notamment par rapport à un personnage de psy qui elle parle donc à une psy, et c'est par rapport à la psy qu'elle raconte toute l'histoire de ce qui s'est passé avec ce mec qu'elle suit donc sur internet. Et je trouvais que la psy posait des questions très bizarres et très orientées, et je commençais à voir venir une certaine fin par rapport à la psy spécifiquement. T'as l'impression que le film sait que tu vas sentir ce qu'il a oublié de te dire, ou ce dont il a oublié de te parler, et qui sait que tu vas voir le truc en te disant mais c'est évident ce truc-là, et qu'après il va te surprendre, t'as maintenant une autre révélation encore que celle-ci qu'il était censé avoir préparée. Et j'ai trouvé que toutes les révélations de fin étaient très intéressantes, et que même le petit côté, le petit retournement de situation encore plus à l'après, était aussi intéressant. Vraiment je trouve que c'était un très bon thriller, et que c'était très bien mené, et au niveau psychopathe, le personnage est plutôt bien géré, donc voilà, je vous conseille de regarder celle que vous croyez. Ensuite, nous avons Ma. Ma est jouée par Octavia Spencer. C'est une femme, donc afro-américaine assez âgée, qui achète un soir de l'alcool pour un groupe d'enfants d'ados quoi, de 17 ans, 16-17 ans, elle va leur acheter des trucs 2 ou 3 soirs d'affilée, et au bout d'un moment, des soirs, elle va leur dire mais venez faire la fête dans ma cave, chez moi, parce que y a personne qui vient dans ma cave, y a rien à faire, etc. Et tant que vous montez pas au premier étage, qui est là où j'habite, j'en ai rien à foutre, vous faites ce que vous voulez en bas, c'est chez vous, quoi. Si vous avez envie de faire des fêtes, si vous voulez faire quoi que ce soit. Donc on voit l'évolution de cette relation entre Ma et ses adolescents. Petit à petit, la maison de Ma devient le centre névralgique de toutes les fêtes adolescentes de la petite ville, puisque tous les ados peuvent aller là-bas et faire ce qu'ils veulent. Mais on va petit à petit révéler que Ma a des problèmes dans sa tête, des problèmes dans sa vie, des problèmes dans son passé également, qui font qu'elle prend les décisions qu'elle prend maintenant, notamment essayer de rattraper un passé qu'elle a jamais eu par exemple. Et tout un tas de révélations sur ce qui lui est arrivé dans sa vie, etc., qui vont être vachement intéressantes et fascinantes et qui vont amener à quelques scènes assez intéressantes. Donc j'ai beaucoup aimé ce film, Ma, et je vous le conseille absolument. Ce qui m'étonne, c'est que le film d'après, je pensais l'aimer beaucoup plus que ça, étant donné l'actrice qui est dedans, c'est-à-dire Isabelle Huppert, et finalement non. L'autre film, c'est Greta. Celui-là est avec Chloé Grace Moretz. En fait, Chloé Grace Moretz trouve un sac dans le métro, le ramène à sa propriétaire, qui est donc Isabelle Huppert, qui est une femme qui vit dans une maison un peu isolée et qui voit pas grand monde. Elle va donc lui inspirer un petit peu pitié, elle va essayer de commencer un petit peu la voir, etc. et commencer à essayer de vivre avec elle et se rapprocher d'elle, mais se rendre compte beaucoup trop tard que Greta est une femme pas bien dans sa tête, avec beaucoup de problèmes psychologiques à régler, et tout ça va l'amener dans tout un tas d'engrenages extrêmement sombres. Honnêtement, je trouve que le film est un peu cousu de fil blanc. Isabelle Huppert, bien entendu, est génialissime, c'est les rôles qu'elle est faite pour jouer, ce genre de rôle de taré psychopathe. Elle joue incroyablement bien en anglais, mais il faut dire qu'elle a quand même... C'est quoi son premier rôle anglais? C'était Heaven's Gate, Les Portes du Paradis, de Michael Cimino, donc ça date des années 80 ou un truc dans ce genre-là, donc ça fait un bout de temps qu'elle sait jouer en anglais en particulier. Mais alors là, elle m'a vraiment bluffé. Mais le film était un peu cousu de fil blanc, tout ce que tu sens qui va se passer, toutes les choses qu'on te donne comme indice sont... Enfin, t'amènes exactement ce que tu pensais voir. Je dirais que le retournement, le dénouement absolu est un peu surprenant, mais en dehors de ça, non, pas vraiment, quoi. Donc Greta, bof. Ensuite, passons aux films sociétaux. Donc là, c'est tous les films qui traitent des sujets de société. Alors, on va commencer avec un film suisse, que quelqu'un, un de mes fans m'a conseillé, mais vraiment... Quand je dis conseiller, c'est un euphémisme, le mec m'a envoyé je sais pas combien de messages pour me dire « Faut absolument que tu regardes ceux qui travaillent, c'est oufissime, etc. etc. » Ça passe, c'est plutôt cool. Le personnage principal est joué par Olivier Gourmet, c'est un personnage qui est totalement défini par son travail. Ça fait partie de ces pères de famille qui se donnent à fond dans leur métier, qui gagnent de la valeur et gagnent de leur estime personnelle grâce à leur poste, leur place dans le monde du travail, au point de faire chier toute la famille et de tous les réveiller aux aurores à 6h du mat, en même temps que lui quand il se réveille parce qu'il est le premier arrivé au boulot, etc. Donc vraiment un bourreau de travail, qui est cadre supérieur dans une grande entreprise, et qui, un jour, prend une décision absolument terrible. Il gère des bateaux de marchandises, vous savez, les grands bateaux avec des containers partout. Il y a un de ces bateaux qui découvre un clandestin dans ses cales. Au début, il décide de renvoyer le bateau à son port de départ pour faire débarquer le clandestin, et au final, comme la solution va lui faire perdre énormément d'argent, en plein stress, il change d'avis d'un seul coup et il dit « Faites passer le mec par-dessus bord ». C'est découvert, et il perd son boulot, ce qui donc... créer une remise en question absolue de qui il est, de comment est-ce qu'il va aller sa vie, et évidemment,
le fait être travaillé par la décision qu'il a prise. Mais le film va pas être totalement positif, va y avoir un côté assez nihiliste et même un peu négatif dans les commentaires qui sont faits par le film. Et j'ai trouvé que pour le coup c'était rondement mené, que ça marchait extrêmement bien, que c'était bien présenté, et que quand la conclusion arrivait, il y avait quelque chose d'assez sinistre et d'assez froid qui était derrière tout ça, et que ça marchait extrêmement bien, justement encore plus avec tout le reste du film, et le temps qu'on a mis à apprendre le motif véritable d'un des problèmes. Je ne vais pas aller dans les détails, mais si vous avez vu le film, vous devriez savoir de quoi je parle. Donc c'est vrai que le film était plutôt très intéressant, et c'est pour une fois un commentaire intéressant sur le monde du travail. Pour moi ça dépasse cette lutte des classes. Là pour le coup je trouvais que le message était vraiment beaucoup plus pertinent et beaucoup mieux mené. Donc je remercie celui qui me l'a conseillé régulièrement, parce qu'effectivement c'est un film assez intéressant. Les Français apparemment sont très fascinés par les musulmans extrémistes. On avait fait Made in France, donc Nicolas Boukrieff, qui était un très bon film. On a 2 films cette année qui sont sur des extrémistes musulmans. Je vais commencer par Le Jeune Ahmed. C'est l'histoire du jeune Ahmed, un jeune garçon de 13-14 ans, musulman, qui a rencontré un imam totalement intégriste et radicalisé qui essaye de l'amener de son côté, et qui y est plus ou moins arrivé, puisque, endoctriné par ce qu'il a entendu, Ahmed va essayer de poignarder sa professeure, une professeure musulmane aussi, qu'il considère comme impie parce qu'elle porte pas le voile et parce qu'elle veut faire apprendre l'arabe ailleurs que dans le Coran. Je savais pas d'ailleurs que c'était un des points de tension qui pouvaient exister, mais apparemment l'arabe est censé être enseigné à travers le Coran. Et c'est présenté de façon assez intéressante en plus, parce qu'ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils veulent enseigner à travers l'arabe à travers le Coran, et quand t'es un peu athéiste comme moi ou agnostique, ça ne peut que te motiver à l'être encore plus. Mais c'est vachement intéressant de se poser la question, et surtout de voir quels peuvent être les problèmes qui peuvent se poser pour les personnes qui sont au milieu de ce truc-là. Justement, ce jeune Ahmed qui est au milieu de ce truc et qui entend 2 discours complètement différents, le discours de sa mère et de ses parents, et le discours de l'imam intégriste qui est à côté, et comment est-ce que les deux se confrontent pour qu'il crée ensuite sa personnalité, de ce qu'il sache quel genre de musulman il veut être. Est-ce qu'il veut être musulman, est-ce qu'il veut être français, est-ce qu'il veut être un mélange des deux, c'est vachement intéressant du coup comme questionnement. Le film est pas très joyeux et se finit un peu à une fin un peu nihiliste aussi, mais c'est pas forcément un mauvais point, et je trouve que pour le coup ça passe pas trop mal, mais c'est pas... Au final je trouve que ça dit pas grand chose. Ça montre beaucoup des problèmes, mais je n'arrive pas à voir si la dénonciation des problèmes amène à quelque part de particulier ou d'intéressant ou pas. Voyez-le, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. L'adieu à la nuit, c'est Catherine Deneuve qui reçoit son fils pendant des vacances, et qui se rend compte, que son fils s'est converti et est devenu musulman, mais qui réalise surtout, en le surprenant dans certaines discussions téléphoniques, etc., qu'il est en train de se préparer à faire le djihad, et à aller se battre véritablement en tant que terroriste. Elle va essayer de le retenir, et de trouver un moyen de l'empêcher de partir. Et tout le film va être basé là-dessus en fait, et c'est un peu le souci que j'ai, c'est que t'as l'impression qu'il se passe rien en fait. Tu vois qu'il y a des problèmes qui se résolvent au fur et à mesure, mais t'as l'impression qu'il se passe absolument rien dans le film, jusqu'au climax où d'un seul coup les mecs se décident à bouger, à faire quelque chose. Et en dehors de ça, j'ai pas vu ce qu'il y avait d'intéressant, et du coup, étant donné ce qui se passe par rapport au personnage, et ce qu'arrive à faire Catherine Deneuve au final, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu un discours, un intérêt ou quoi que ce soit, qu'il y ait eu une progression, qu'on ait vu quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est un film avec un mec qui veut partir faire un attentat et une mère qui est au courant. Et c'est tout ce qui se passe. T'as l'impression qu'il n'y a pas de développement plus que ça, quoi. J'ai vraiment pas beaucoup été fasciné par le film. Et puis alors, un autre film qui est un peu dans le même délire, c'est un film qui s'appelle Exfiltré. C'est un film dans lequel un personnage voit sa compagne convertie à la religion musulmane récemment partir pour aller dans l'État islamique, il me semble, justement, avec son fils, pour bâtir l'État islamique avec les terroristes, quoi, avec le groupe terroriste. Et son mari, enfin son copain en tout cas, et le père de l'enfant, essaye de la retrouver, notamment avec l'aide de Finnegan Oldfield. Je sais plus ce qu'il a, il est interprète, ou il fait de l'aide humanitaire, ou un truc dans ce genre-là. Ah, je sais plus ce que c'est exactement son truc, mais en tout cas il parle arabe, et du coup il peut être envoyé là-bas, il a une connaissance du monde local, et donc tout le film devient une mission pour essayer d'exfiltrer la femme et le fils de l'État terroriste, de l'État islamique, pour les ramener en France. Vachement bien mené, très tendu, très intéressant. Donc voilà, en France on est apparemment fasciné par le cas des terroristes
européens, on va dire, qui ensuite peuvent partir aller faire la guerre et le djihad. Là où les États-Unis seront beaucoup plus fascinés par les Afro-Américains, parce qu'on a encore tout un tas de films qui viennent parler de ça. Le premier dont je vais vous parler, c'est Sorry to Bother You, qui mélange le problème des Afro-Américains avec le problème du monde du travail. C'est l'histoire d'un personnage comment il s'appelle, Cassius, ou un truc dans ce genre-là, il y a un nom particulier. C'est ça, Cassius Green. Je suis toujours surpris de me souvenir des noms des personnages, je les oublie tellement facilement. Cassius est engagé dans une entreprise de télémarketing qui donc te forme à être extrêmement corporate, à adopter un discours particulier, une attitude particulière, etc., etc. Et il va rencontrer là-bas un personnage qui va lui dire « Si tu veux avoir un avenir dans cette boîte, et dans une boîte en particulier, il faut que tu utilises ta voix de blanc. » Et donc il lui dit c'est quoi une voix de blanc, genre une voix nasale, un truc genre là. Il fait non, c'est la voix du mec qui sait qu'il aura aucun problème dans sa vie, qui sait qu'il aura toutes les factures payées, qui sait qu'il aura machin, et c'est comme ça que parlent les blancs en fait. Même si c'est pas vrai dans leur vie, c'est comme ça qu'ils parlent. My white voice. Like this young blood. Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regal View. Lui il commence à utiliser sa voix de blanc quand il fait ses appels téléphoniques, donc les gens commencent à l'écouter, il commence à faire des grosses ventes, et du coup il commence à monter les échelons. Et au moment où il commence à monter les échelons, tous ses potes sont en train de monter une révolte, en tout cas un mouvement de grève, contre l'entreprise qui les paye au lance-pierre et qui veut les payer de plus en plus au lance-pierre, etc., etc. Et donc, c'est tout un truc, ça devient tout un truc sur est-ce que t'es dans notre camp ou pas, notre camp étant à la base un petit peu les Afro-Américains, mais devenant de plus en plus les ouvriers en fait. Et c'est le truc du est-ce que tu vas devenir corporate, est-ce que tu vas vendre ton âme à l'entreprise et du coup tout faire pour le profit, etc. et pour la boîte et tout le bordel, ou est-ce que tu vas rejoindre tes frères d'armes au bas de la pyramide et essayer de faire en sorte qu'ils aient plus dans leur vie de tous les jours. Le film est complètement barré. C'est vraiment le truc qu'il sauve, c'est du vaudeville un peu à l'américaine pour le coup, je dirais. Mais ça donne du coup un style visuel qui est vachement intéressant. Bon alors déjà il y a un style visuel qui est cool parce qu'il y a tout un tas de jeux de couleurs qui sont assez ouf, il y a des oppositions de jaune pétant et de bleu et de machin, enfin il y a tout un tas d'oppositions de couleurs qui sont vachement intéressantes, ça se retrouve vachement dans l'affiche d'ailleurs. Mais il y a aussi toute cette idée de mise en scène comme quoi quand il parle par exemple au téléphone avec les gens, en fait il est propulsé chez eux. Hello? This is Cassius Green, sorry to bother you. I just wanted to... Et du coup, il est dans leur salon avec eux en train de leur parler, avec sa voix de blanc, qui est clairement une voix de doublage, qui est pas du tout sa voix à lui, qui est la voix d'un autre mec, etc. Donc il y a tout un tas de trucs qui sont très barrés comme ça dans la mise en scène. Mais alors tout le délire sur le corporate et les entreprises à l'américaine, etc., ça arrive à tout un tas de trucs complètement fous. Des histoires d'hommes chevaux et de machin. Si vous aimez les trucs complètement barrés, je pense qu'il y a un moyen que ça vous plaise. Même moi qui ai du mal avec ça, pour le coup, le film est tellement délirant qu'à un moment tu peux pas faire autre chose que regarder le film comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Donc t'es forcément un moment où tu vas un peu kiffer le truc et rentrer dedans. Donc Sorry to Bother You, ça dépendra de vous. Moi je suis pas fond dedans, mais c'est vrai que le délire est plutôt bon. Il y a un autre film, alors celui-là n'est pas encore sorti en France, je sais pas s'il a une chance de sortir en France, mais il est sorti en été aux États-Unis, donc je sais, à mon avis maintenant c'est foutu, c'est mort. Et j'ai pas vu de grosses boîtes de production derrière, donc ça m'étonnerait qu'il débarque d'un seul coup chez nous. Généralement ce qui débarque un peu en retard, c'est des trucs qui ont quand même des grosses boîtes de production derrière. Le film s'appelle Luce. C'est l'histoire d'un personnage, donc un jeune adolescent afro-américain, qui est un ancien enfant soldat africain, qui a été adopté par des parents américains, qui est devenu depuis un élève absolument modèle d'intégration, d'adaptation au système américain, d'excellence, de réussite. Le mec fait des discours absolument tout le temps, etc. Et une de ses profs, jouée par Octavia Spencer, là dans le collimateur, est persuadé qu'il y a un truc qui fait mal, etc. Et commence à essayer de lui chercher des noises et à essayer de prouver que tout ça ne serait qu'une façade en fait, que cette espèce d'étudiant modèle n'existerait pas vraiment. Et personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort, et pendant que tu vois tout ça, t'as toute une question sur le rêve américain et sur ce que ça veut dire d'être intégré, comment est-ce qu'on décide qui est intégré, en fonction de qui fait quoi, etc. Qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui est acceptable, et pourquoi est-ce qu'on le fait, au final. Donc en ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé Luce. L'autre film, le dernier de cette catégorie sociétale, ça va être The Hate You Give, qui est sorti, je crois, à peu près dans les mêmes eaux que Sorry to Bother You, qui est sorti à peu près aux alentours des Oscars, donc en début de l'année dernière. Histoire d'une jeune fille qui a un copain, alors qui déjà se pose beaucoup de questions sur sa personnalité et sur ce que veut dire d'être une afro-américaine aux États-Unis. Il y a tout un laïus, notamment au début, quand elle arrive à l'école, où elle montre que le langage street, le langage des rues, fait cool et ultra acceptable pour tous ses potes blancs. Mais elle sait très bien que si elle se mettait à parler, elle deviendrait du coup une délinquante et une meuf de cité parce qu'elle est noire.
C'est intéressant de montrer ce truc-là, quoi, de montrer comment est-ce que elle, du coup, a à vivre ce truc-là et comment ce rapport par rapport juste au langage commun, etc. est vachement intéressant. Il y a tout un truc par rapport au fait des différentes écoles qui ont plus ou moins qui offrent plus ou moins de débouchés, etc. Elle a un copain blanc également, joué par KJ Apa, donc pas le plus dégueulasse du lot. Donc elle a quand même beaucoup de problèmes par rapport à son identité ethnique de base. Et pendant une soirée, elle va retrouver un de ses amis d'enfance, noir afro-américain également. Ils vont se faire arrêter par les flics. Son pote, un petit peu bourré, va essayer de rouler un peu des mécaniques avec le flic et faire tout ce qu'il fallait pas. Le flic fait tout ce qu'il faut pas non plus, et lui tire dessus et le bute. Donc, tout ça déclenche tout un tollé par rapport au problème par rapport aux flics qui visent les Afro-Américains. Pour essayer de défendre le flic et pour attaquer le mec qui s'est fait tirer dessus, on ressort son passé, on montre que lui-même venait d'un truc de gang, donc ça ressort l'histoire de problèmes de gang, etc. Et donc, toute l'idée, c'est tourne autour de cette question de hate you give, quoi. Comment est-ce que tu arrives à sortir de tous ces clichés, de tous ces engrenages, de tous ces trucs, et comment est-ce qu'ils sont créés. Le message du film est assez intéressant, et la conclusion est assez sympathique. C'était un très bon film par rapport à cette question de l'intégration des Afro-Américains aux États-Unis. Dernier film de cette catégorie sociétale, Mid-90s. J'ai à peine envie d'en parler, je l'ai à moitié oublié dans le truc. Mid-90s est un film réalisé par Jonah Hill, qui revient sur l'enfance de Jonah Hill dans les années 90. Donc l'enfance que j'ai eue aussi, hein, grosso modo. Le truc des enfants qui échangeaient des cartouches de jeux vidéo à la récré comme monnaie d'échange. Parce que j'ai pas trop vu être fait, moi, dans mes écoles, où tu te donnais pas les jeux, tu te les prêtais éventuellement, mais tu te les donnais pas. Mais apparemment, là, c'était une monnaie d'échange, tu te donnais des cartouches de jeux vidéo, ou du troc peut-être de jeux vidéo. Et quand il était en train de regarder les mecs qui faisaient du skate et d'aller dans les centres commerciaux, etc. C'est un portrait d'époque, mais je trouve vraiment qu'il a pas raconté grand chose de très intéressant de l'époque. Je crois que tout le truc, c'est que le film est créé autour d'une vidéo de skate que Jonah Hill avait fait avec ses potes à l'époque, et du coup c'est adapté tout ce que tu vois dans la vidéo de skate en film pour en faire un truc. J'ai pas trouvé le film très fascinant. J'ai vu pas mal de gens qui en parlaient, etc. J'ai vraiment pas été fasciné par le film, j'ai pas trouvé ça génial. Honnêtement, j'ai regardé ça vraiment d'un seul œil a priori, donc franchement, c'est pas vraiment le genre de truc que je vous conseillerais. Je trouve que ça n'a pas grand chose à dire, justement, pour le genre de film nostalgique qui parle de son époque, etc. Ça me fait pas mal penser à Lady Bird. Un peu le même problème, le syndrome Greta Gerwig. Je vais raconter mon passé en étant persuadé que c'est intéressant. Ou la vie de Claire Darling. Je vais raconter mon passé en étant persuadé que c'est intéressant. Non, en fait, ta vie est pas très intéressante, mec. C'est pas parce que tu l'habilles d'un cadre 1,33, donc carré, entre guillemets, et que tu fais des trucs de skate dedans, et que t'as des mecs avec des t-shirts longs et des machins, que c'est forcément très intéressant à regarder, quoi. Même dans une époque où on parle beaucoup de nostalgie comme maintenant. Et enfin, terminons ces rattrapages avec des films d'horreur. Nous avons Crawl, un film réalisé par Alexandre Aja, dans lequel une jeune fille est enfermée dans sa maison, dans la maison de son père, sa maison d'enfance, en plein pendant une tornade, et alors que des crocodiles ont envahi, ou des alligators, je sais plus lequel c'est, ont envahi toutes les eaux, qui sont en train de monter partout, et donc la maison, et donc elle est enfermée dans la cave de la maison et dans la maison elle-même, en pleine tempête, avec des crocodiles et des alligators, ou des alligators, je ne sais plus lesquels, c'est des alligators à Miami et en Floride. Le film est très bien réalisé, très tendu, très flippant, c'est plutôt bien fait. Le seul truc, c'est que tu sens qu'il n'y a pas de budget. Dès qu'il y a un plan sur le ciel, c'est une catastrophe. Ciel.gif. Et tu vois totalement que le ciel a été rajouté par au-dessus d'un ciel qui devait être complètement clair ou légèrement nuageux, mais pas le ciel qui était là. Tu vois que ça fait fake, tu vois que c'est pas bon. Enfin, tout un tas d'effets spéciaux qui marchent super mal. La plupart du temps, les effets spéciaux sur les crocodiles marchent bien, mais tu vois très clairement que c'est pas des vrais crocodiles pendant tout le truc, quoi. Mais c'est plutôt bien mené, ça marche pas trop mal. Il y a une idée de mise en scène qui est intéressante parce qu'ils commencent dans la cave avec tous les problèmes de la petite enfance, ils montent au premier étage, ils ont les problèmes de l'enfance-adolescence, et puis quand tu arrives à l'étage du dessus, c'est les problèmes de l'âge adulte, jeune adulte, je crois, de la famille. Grosso modo, c'est comme ça que c'est développé. Donc il y a comme une petite idée pour rapprocher la catastrophe, c'est un film catastrophe, donc avec la catastrophe qui se passe autour avec les vies des personnages. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien fait, c'est pas mon film de l'année, mais ça marche bien. Ensuite, nous avons Happy Death Day to You, la suite de Happy Death Day, qui s'appelle Happy Birthday en français, je crois, dans ce genre-là. Le premier film était cette idée vachement intéressante sur l'idée d'une boucle temporelle, une nana qui se révèle tous les jours pour revivre le jour de son assassinat, et qui doit réussir à démasquer le tueur pour sortir de la boucle et commencer à vivre une vie normale. Tu sens qu'ils se sont forcés comme c'est pas possible pour essayer de faire cette suite,
Et autant ils ont réussi à trouver un truc qui marche plus ou moins, pour essayer de retrouver plus ou moins la symbolique magique du truc, autant ils ont transformé le truc en espèce de délire de base pour teenagers, qui est vraiment pas le délire que j'avais senti du premier film, parce que dans ce film-là, on apprend qu'en fait, c'est quelque part dans l'équipe de sciences du lycée, il y a des mecs qui ont créé une machine quantique pour essayer d'avoir de l'énergie quantique, et quand ils ont activé la machine, en fait, c'est ça qui a créé le problème temporel et qui fait que l'héroïne, je sais plus comment elle s'appelle, revit la boucle de son assassinat à chaque fois. Et tu fais... ça n'a aucun sens. Si la boucle est un truc mécanique, créé par une machine, comment est-ce qu'à la fin du film précédent, elle a réussi à sortir de la boucle en butant le tueur en série? C'est débile, ça a aucun sens, enfin tu voyez bien que les deux peuvent pas être liés, c'est complètement con. Et alors, ce qu'ils ont trouvé de plus ultime, c'est que avec le retour quantique, eh ben en fait, elle est dans une dimension parallèle. C'est-à-dire qu'à la base, elle revenait toujours dans la même boucle, dans sa dimension à elle. Mais maintenant, elle a changé de dimension. Et dans cette dimension, sa mère est encore vivante. Par contre, elle sort plus avec le mec. Enfin bon, je comprends pas dans quel délire ils sont partis avec cette suite, mais c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. C'est vraiment une idée à la con, et ça gâche complètement toute l'idée de base, et ils essayent de garder le truc de base parce que ils essayent de garder le fait que ça tourne autour de sa mère, mais le truc c'est que, étant donné la fin du film, bah non, ça tourne pas du tout autour de la mère, et c'est pas du tout le même sens métaphysique qu'il y avait dans le truc, métaphorique qu'il y avait dans le truc, métaphysique c'est pas le bon mot. S'ils ont trouvé les bons moyens de faire cette suite et de mettre des trucs intéressants, les blagues sont drôles, sa façon à elle de gérer tout le truc de la boucle est très drôle, le fait qu'elle en ait plus, qu'elle en puisse plus, qu'elle en ait ras-le-bol. Stop global warming. Go, go, go. Same day, same day. Go, Charlie. This shit right there. Tout ça marche bien, mais l'histoire n'a aucun sens, quoi. Cette suite n'a aucune raison d'exister. Et t'as l'impression que le but, c'est de faire un truc très féministe, parce que en gros, elle est la solution à tout le truc, parce que depuis le début du premier film, elle est un peu poufiasse, un peu cheerleader, elle n'a pas spécialement évolué socialement. Et en fait, on essaie de te montrer dans ce film-là que même la poufiasse peut devenir une nana avec des connaissances scientifiques et des machins dans ce genre-là, si simplement elle a le temps de bosser dessus, si elle s'y met, ou dans ce genre-là, ou si on y croit, enfin je sais pas trop quel délire. J'étais assez déçu quand même. C'est très mi-figue mi-raisin parce que les idées sont bonnes, mais sont créées par une base de scénario qui n'a aucun sens. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Ensuite, on a Scary Stories to Tell in the Dark, ou Scary Stories tout court en français. Grosso modo, c'est plus ou moins adapté des contes de la crypte. C'est une bande de gamins adolescents qui trouvent un livre qui, selon la légende urbaine, te ferait mourir, puisque c'est le livre maudit d'une nana qui racontait des histoires d'horreur, et en fait les histoires devenaient réelles et les gens mouraient. Et évidemment, elle trouve le livre, les histoires deviennent réelles et tout le monde meurt. T'as l'impression que ça veut avoir l'aspect comique des contes de la crypte et un petit peu les leçons de morale qu'on peut avoir dans ce truc-là, mais en même temps, t'as l'impression que c'est juste une idée de base, mais qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Les trucs horrifiques sont un peu horrifiques pour certains. Il y en a un qui est clairement une allusion à un des trucs des contes de la crypte, c'est le truc de l'épouvantail qui devient vivant, qui est une histoire des contes de la crypte. Mais ils font pas vraiment peur, pour la plupart. Enfin, les designs sont pas non plus ouf, et les scènes sont pas des scènes qui font très peur non plus. Il y a une scène dont je me souviens vraiment parce qu'elle est très marquante. C'est le gamin qui essaye d'échapper à un fantôme qui, en fait, à chaque fois qu'il change d'angle de vue, à chaque fois qu'il regarde un autre couloir dans ce genre-là, le fantôme arrive dans le couloir dans lequel il va. Mais toujours à la même distance à laquelle il était. C'est-à-dire que le truc se rapproche constamment de lui dans différents couloirs, et à chaque fois qu'il prend un couloir, le truc se rapproche à nouveau de lui et commence à être de plus en plus proche. Il y avait un truc de tension à ce niveau-là qui marchait super bien, qui était très prenant, et le design du fantôme pour le coup marchait super bien, donc du coup ça marchait bien, mais c'est pas non plus le film du siècle. Et enfin, terminons avec le film que tout le monde m'a demandé pendant toute l'année, et vous m'êtes vraiment sorti par les yeux avec ce film, donc c'est le dernier que j'ai vu, Midsommar, réalisé par Ari Aster, qui va réaliser Hérédité l'année dernière, qui était un de mes films préférés. Donc du coup, tout le monde voulait que j'aille voir ce film-là en me disant que ça allait être un de mes films préférés aussi cette année, quoi. C'est pas mauvais, du tout, mais je crois que vous venez de découvrir ce qu'est un film ésotérique. Et c'est pour ça que le film vous a marqué à ce point-là, en fait. Le film est effectivement très marquant au niveau de ses visuels et de certains de ses effets sonores qui essayent d'instaurer des ambiances très malsaines et qui font très mystiques. Et puis on a tout un tas de choses rituelles, comme on est dans une sorte de secte,
qui font qu'il y a tout un tas de rapports entre les gens qui sont très particuliers, etc. C'est une nana qui vient de perdre sa famille, qui s'est suicidée. Sa mère, son père et sa sœur sont suicidés tous les trois en même temps. Donc évidemment, elle est complètement détruite, et son copain l'invite à venir avec ses amis dans une retraite en Suède, un truc plus ou moins hippie, dans lequel il y a tout un tas de cérémonies qui ont lieu. La plupart ayant attrait avec la mort, donc ça réveille pas mal de trucs dans sa tête, le passage des saisons, le renouvellement, donc la vie, la mort, etc. etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent la marquer. Petit à petit dans le film, on a différentes révélations de choses qui sont un peu malsaines, un peu malaisantes, et puis de choses qui sont vraiment particulières. Il y a certaines choses qui sont un peu trash pour le coup d'être trash, c'est-à-dire genre filmer des gens en train de se suicider justement, qui ensuite se font finir avec un rocher sur la gueule, ou des trucs dans ce genre là quoi. Et vraiment sur moi ça n'a pas vraiment marché. Le film était sublime, au niveau de l'image et des couleurs en particulier. Il y a un travail de la lumière qui est tout le temps d'un blanc très laiteux, presque complètement surexposé. Et en même temps, il y a un travail du contraste des couleurs qui est vachement fort, et comme il y a beaucoup de fleurs dans le truc, t'as beaucoup de couleurs dans un plan, avec des caméras qui sont extrêmement précises, extrêmement fines. Il y a une profondeur de champ qui est extrêmement large, donc beaucoup de choses sont nettes, et tu vois beaucoup de choses dans le décor. Il y a beaucoup de constructions qui sont assez impressionnantes, parce que beaucoup de trucs qui sont centrés, ou qui font des trucs parallèles, ou cette espèce de grande porte avec des plaques de bois jaunes là partout, en soleil autour, quand ils arrivent. C'est des trucs qui sont assez jolis à voir, et qui sont assez intéressants au niveau visuel. Je suis pas vraiment en train de le délire. Certaines personnes ont remarqué, et effectivement je ne peux qu'être d'accord avec elles, que la fin est exactement celle d'Hérédité, et c'est effectivement le cas. Vraiment en tout point c'est la fin d'Hérédité. Tout ce qui se passe au personnage, tout ce qui se passe visuellement, c'est la fin d'Hérédité. Et c'est particulier, mais j'ai jamais vraiment réussi à rentrer dans le délire. Même si le film est infiniment plus artistique et intéressant et poussé que ça, le film dont je pourrais le plus rapprocher celui-ci, c'est Serbian Film. Je sais pas si c'est le contraste beaucoup trop prononcé entre l'aspect totalement hippie de ce groupe et ce qu'ils font à côté, qui est en opposition complète avec pour moi le reste du festival et du système. Même comme ils l'ont justifié eux, enfin ça me paraît complètement aberrant. Je trouve que la fin est débile, je trouve que quand ils commencent à avoir quand ils commencent à avoir des trucs par rapport au visage, je vais pas vous dire ce qui se passe exactement, mais quand on commence à voir ces trucs-là, j'ai commencé à avoir des trucs et je fais... Ouais, d'accord. Donc, non. Pas du tout, Midsommar, pas du tout apprécié. Je suis pas du tout rentré dans le délire. C'était très joli, très intéressant, très sympa. Mais, non, enfin, non. Ni le côté ésotérique, ni le côté horreur, ni le côté psychopathe, ni le côté délire, ni le côté machin, et même le côté auteur, artiste, etc., je vois pas vraiment le truc. Clairement, Ari Aster, c'est un mec qui est fasciné par les drames familiaux, puisque Hérédité, ça prenait lieu après un accident de voiture où un des membres de la famille était responsable de la mort de la petite sœur. Et là, du coup, on a tout un truc qui se déroule après le suicide de toute une famille. Il a un de ses films sur la question du deuil et sur la question des problèmes à gérer, etc., etc. Et il utilise l'horreur et le métaphysique, le monde des esprits, de la magie, etc., l'ésotérisme, comme une métaphore et comme un biais pour parler de ça. Et dans celui-ci en particulier, finalement, je vois pas vraiment le rapport entre une nana qui vient pour se remettre du suicide de sa famille et les délires de la fête pendant tout le truc. Même avec la conclusion, même avec machin, vraiment, je trouve pas ça très intéressant, en fait. Voilà, c'était monstrueusement long, j'en suis navré. J'espère qu'il y en aura beaucoup qui vous auront intéressé dans toute cette liste, que ça n'a pas servi à rien, et j'espère que vous en aurez vu beaucoup. Et puis, pour ceux que ça intéresse, on va se retrouver maintenant avec le bilan de l'année 2019, et les films qui seront à venir, les sorties qui seront à surveiller en 2020. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!